C'est parti, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle émission Twitch. Abonnez-vous, l'émission de Mediapart. Aujourd'hui, on reçoit Lénaïque Bredou. Bonjour. Salut. Je fais semblant de se dire bonjour comme chaque Salut semaine. Tariq, on ne s'est jamais vu encore. Alors qu'on passe la journée ensemble. Pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois, abonnez-vous, c'est l'émission donc de Mediapart qui a lieu normalement tous les lundis, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'hier il y a eu une émission spéciale ici même. Alors vous voyez, ça a un peu changé, on avait toute la rédac a été modifiée de fond en comble pour accueillir une quarantaine d'invités. Si vous n'avez pas encore vu, mais je vois dans le chat qu'il y a des personnes qui ont été remotivées, notamment Manco par cette émission. Et donc cette émission est à retrouver toujours, on en parle un peu après, en replay. Et donc normalement c'est le lundi, là on est mardi, comme vous pouvez le voir. Et normalement on s'alterne avec Anna, et une nouvelle fois c'est moi, comme vous pouvez le voir. On retrouve Anna la semaine prochaine avec un invité de taille, mais je dirais pas qui. Vous devinerez à sa moustache. Donc, comme d'habitude dans le chat, on évite de s'insulter parce que ça sert à rien et c'est pas sympa. On évite d'être raciste, sexiste, LGBT-phobe, etc. Et puis, je rappelle à toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à Mediapart que grâce à cette émission Twitch et grâce à nous, vous pouvez vous abonner pour 1 mois gratuitement à Mediapart pour découvrir tous les articles dont on parle ce soir. 1 mois gratuit sans que ce soit reconductible derrière, sans que vous ayez besoin de mettre votre carte bleue. Donc franchement, il n'y a pas de bonne raison de ne pas s'abonner. On remercie Anna qui du coup n'est pas devant la caméra mais qui est derrière pour faire la modée. Coucou Anna et merci, et qui est sous le nom de Breakfast and Cigarettes, et qui va mettre tous les liens. Salut. Voilà. Normalement, je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire pour le début. Et on va commencer, comme d'habitude, avec la revue des articles qui sont sortis cette semaine. Pouf. Et on commence tout de suite avec un article de Christophe Gueugnon et Dan Israël. La colère est toujours là contre la réforme des retraites. Les manifestants et les manifestantes refusent de se résigner. C'est l'article de la manifestation de la semaine dernière. Retraite, les sueurs froides du pouvoir. Alors que les syndicats réclament en vain d'être reçus par Emmanuel Macron et appellent à 2 nouvelles manifestations, l'exécutif guette le cours des discussions parlementaires qui devraient s'achever jeudi prochain. Rien n'est encore acquis pour le camp présidentiel qui devrait peut-être recourir au 49.3. C'est un article de Pauline Grohl, Dan Israël et Ilyes Ramdani. Ensuite, c'est un peu l'actu de Mediapart de la semaine, c'est la retraite de Gérard Larcher, le secret le mieux gardé de la République. Donc ça, c'est le premier article qui a été écrit par le pôle enquête, donc par Pascal Pascariello et Sarah Berthe, sur la retraite des sénateurs, et qui a été accompagné par un deuxième article, cette fois-ci en vidéo, par Célia Mebroukine, sénateur retraite en or, réponse en toc. On est fan du titre, et qui a été donc interviewé des sénateurs et des sénatrices de gauche comme de droite sur leur retraite qu'ils n'ont pas modifiée, contrairement à la nôtre. Ensuite, 12 députés, je dénonce ce soir, 12 députés, 6 sénateurs et 3 ministres sont actionnaires de Total Energy. J'ai cru comprendre que qu'il y avait eu quelques petites passes d'armes dans l'Assemblée aujourd'hui, justement sur cette question-là des députés également actionnaires de Total Energy, qui n'est pas n'importe quelle entreprise, et on en avait parlé longuement avec Michael Correa dans cette émission il y a pas longtemps, et on a même fait à Mediapart une journée spéciale dont vous pouvez retrouver les extraits vidéo sur YouTube, qui s'appelait, je sais plus, Journée Totale. Je crois que il y avait pas de titre en fait. Je crois qu'il y avait pas de titre. Ensuite, dans la série Personne n'a craqué, on a donc le bras d'honneur de Dupond-Moretti et donc Ilyes Ramdani qui a écrit cet article, bras d'honneur, avant de s'excuser, Dupond-Moretti a menacé de démissionner. Voilà, une révélation Mediapart. Un petit article de Romaric Gaudin. Emmanuel Macron et Rishi Sunak, donc qui me semble est le premier ministre britannique, le duo des zombies, et où il fait un parallèle entre ces deux dirigeants.
Climat, Jade Lingard, climat, comment le nucléaire a gagné la bataille culturelle. Campagne contre les éoliennes, bataille sur les besoins en électricité. Impopulaire après l'accident de Fukushima et mise à mal par l'échec de l'EPR, l'industrie de l'atome a réussi à se replacer au centre de la politique du gouvernement. À partir de lundi, les députés examinent le projet de loi de relance du nucléaire. Donc voilà, une analyse de Jade Lingard que vous connaissez et qui arrive bientôt dans l'émission. Voilà. Là, on revient sur les retraites parce que bon, pourquoi s'en priver? Et puisque je suis là à chaque fois, et c'est un hasard, à chaque fois les veilles de grève et de manif, c'est un hasard total. En pleine bataille des retraites, l'espoir d'une grève féministe fait son chemin. C'est Yumni Kezouf et Célia Mebroukine qui ont été voir une AG de préparation de la grève du 8 mars en lien avec celle du 7 et celle du 9. Féminisme toujours, et ça va être le sujet de la journée. L'hommage à Gisèle Halimi, des féministes en colère contre la malhonnêteté du pouvoir. C'est un article de Hélène Salvi, encore une fois, qui était avec nous la semaine dernière. Vous pouvez aller voir le replay. On nous a dit que c'était une très bonne émission. Et voilà, elle est derrière et elle commente. Le préfet Nunez, il est pareil que les autres. Un article de Karl Lask sur les forces de l'ordre et la manifestation de samedi dernier. C'est bientôt fini. Évidemment, je vous reparle de la vidéo de 4 heures. Mettons la réforme à la retraite, qui est l'émission spéciale qui a été organisée hier, dans laquelle il y avait beaucoup d'invités et tous aussi passionnants et passionnantes les uns les unes que les autres. Et je crois que certaines d'entre vous l'avaient déjà vu. Eh ben merci Barbure. L'émission avec Hélène Salvi était très intéressante. Eh ben c'est parfait. Alors, on repasse avec une caméra magnifique. Comment ça va? Eh ben, ça va, mais disons-le, Tariq, on est quand même un petit peu fatigué après cette émission de 4 heures hier, parce que c'était une émission formidable qui donnait beaucoup d'énergie, mais qui s'est donc terminée assez tard. Donc, on va bien, hein, mais on est un petit peu fatigué, disons. On se le dit, on est exténué. Soyez bienveillants avec nous. Tout à fait, et j'ai rien préparé, j'étais à l'arrache, j'ai le genou en vrac, voilà. Donc, Lénaïque Bredou, tu es gender editor. C'est un rôle qui n'existe pas dans beaucoup de titres de presse, notamment en France. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Et après, je vous laisse poser à vous toutes les questions, Alena. Ouais, alors gender editor, en fait, c'est une appellation qui a été créée dans certains médias anglo-saxons, notamment au New York Times, qu'on a traduit à Mediapart par un titre extrêmement long. Mais bon, pour essayer d'être les plus précis possible, on fait toujours long. Comme dans nos articles, on fait des titres de posts très longs. Donc c'est responsable éditorial aux questions de genre. Donc en gros, je m'occupe des questions de genre à Mediapart, ça c'est clair, et je m'en occupe de manière éditoriale, c'est-à-dire dans le journal. C'est ça que ça veut dire concrètement. Ça veut dire que je coordonne la production du journal sur ces sujets, l'ensemble des articles, des enquêtes, des entretiens, des émissions. Je ne fais pas tout, évidemment. Je ne fais que coordonner le travail qui est fait par plein de gens dans cette entreprise, dans plein de services de l'entreprise, mais notamment dans la rédaction et dans beaucoup de services de la rédaction. Il n'y a pas de service genre à Mediapart, mais il y a plein de gens dans les différents services, dans les différents pôles du journal, au service société, au service enquête, au service éco-social, à la politique, à la vidéo, bref, qui travaillent sur ces sujets. Et par ailleurs, je m'occupe aussi de la publication de la newsletter pour tous de Mediapart, qui est la newsletter consacrée aux questions de genre et qui là non seulement montre justement l'ensemble du travail qu'on fait sur ces questions à Mediapart, dans la rédaction et dans l'ensemble des services du journal. Tariq, t'es bien placé pour le savoir puisque tu t'occupes du fabuleux Agent d'Arc-en-Ciel. Tout à fait, c'est un titre que j'ai trouvé moi-même. Ouais, et qu'on a totalement validé. Si, on est fiers. On est fiers, on aime bien. Voilà, en plus, voilà, moi je suis beaucoup moins marrante, donc c'est très bien. C'est un bon combo. Et du coup, qui montre, voilà, qui fait participer plein de gens du journal, parce que beaucoup de gens dans ce journal sont très intéressés par ces questions, ont très envie de travailler, de faire évoluer nos pratiques journalistiques, nos pratiques éditoriales sur la question, du rôle d'un journal sur ces sujets. Et puis aussi, globalement, sur travailler nos pratiques éditoriales. Alors, ça veut dire comment les journalistes travaillent, pour le dire concrètement. Exemple, on a mis en place une charte de l'écriture inclusive à Mediapart avec le pôle de correction, donc les gens qui corrigent les articles de Mediapart avant qu'ils soient publiés, qui fait notamment on utilise
voilà, l'écriture inclusive dans l'ensemble des contenus du journal. Et puis on a mis en place avec le service marketing du journal, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une implication de l'ensemble de l'entreprise, un paritomètre. Et cet outil au nom étrange, en fait, permet de mesurer plus ou moins en temps réel, en fait, le taux de masculinité de nos articles, c'est-à-dire en gros la proportion de personnes reconnues comme hommes ou de personnes reconnues comme femmes dans l'ensemble des contenus. Ce qui montre qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour que notre travail soit au plus près de la réalité, c'est-à-dire que la société est globalement composée de moitié d'hommes, moitié de femmes. Enfin, c'est une assertion qu'on pourrait discuter, mais enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, c'est ça mon travail. Ouais, il y a Manco qui dit c'est The Gay Agenda, presque, c'est l'agenda et féministe et LGBTI et tout ça. On essaie de faire en sorte que ce soit pas seulement parisien, donc à chaque fois je vais fouiller pour aller retrouver des événements qui se passent un peu partout en France, mais ça peut être à la fois des événements comme la dernière fois j'ai été rechercher l'ensemble des dates que j'ai pu trouver de la manif du 8 mars pour que les gens puissent savoir où aller, mais aussi des éléments culturels, etc. Et dans cette newsletter genre, il y a aussi Faiza Zawala qui revient souvent. Exactement, qui même revient toutes les 2 semaines. Donc c'est une newsletter qui est diffusée toutes les deux semaines, qui est donc gratuite, hein, dans lequel Faiza, qui est donc journaliste à Mediapart de longue date au service société, qui lit un livre pour nous et nous en fait part de ce qu'il en a pensé de sa recommandation. Voilà, c'est souvent hyper bien. Ça nous fait nous intéresser à des livres, à des contenus, à des histoires, à des BD, à des essais. Voilà, qu'on ne traite pas forcément dans le journal par manque de temps. Enfin, voilà, ça nous permet d'ouvrir un peu les horizons. Il y a aussi quasiment toutes les 2 semaines la rubrique du Machoscope qui décrypte le sexisme en politique, qui est régulièrement fait par Hélène Sadli, donc la star de cette émission. Et puis aussi, il y a donc l'édito, enfin, qu'on appelle le mot de la semaine, qui varie en essayant justement de partager le plus souvent. Alors bon, y compris pour des raisons d'organisation un peu à l'arrache parfois, de temps de travail, c'est souvent moi qui m'y colle, mais l'idée elle est de collectiviser aussi ce truc-là et puis de rappeler, voilà, encore une fois, en fait, on voit pas passer parfois au fil des jours en fait l'ensemble des contenus qu'on a sur ces questions en France, à l'étranger, dans les différentes rubriques du journal, et vraiment de le montrer. Et puis il y a aussi parfois le mot d'un des services du journal, alors soit le mot de la modération, le mot des réseaux sociaux. On a eu plusieurs fois aussi le mot du service abonné de Mediapart, hein, nos camarades de Poitiers, parce qu'ils sont hyper concernés par ces sujets, comme encore une fois, je me répète, mais l'ensemble des services du journal, parce que par exemple, ils reçoivent énormément des témoignages que l'on a parfois à traiter nous-mêmes dans nos enquêtes. Ils sont confrontés à beaucoup de gens qui leur font part de leur détresse, qui font parfois preuve aussi de leur désaccord, mais beaucoup ils traitent énormément de témoignages qu'ils et elles reçoivent et ont un rôle vraiment franchement très important, totalement invisible en fait pour les lecteurs et les lectrices du journal, mais qui est vraiment essentiel au quotidien. Et puis il y a aussi de temps en temps, pareil, un peu en alternance, le mot du club. Donc d'ailleurs la dernière newsletter de la semaine dernière, c'est Livia Livia Garrigue, donc qui est journaliste au club de Mediapart, qui justement raconte les débats et les questionnements sur la grève féministe, le pourquoi la grève d'un point de vue féministe, etc. En évoquant plusieurs billets, dont certains remontant au moment du confinement, notamment un billet de Fanny Gallo. Ouais, et Livia, qu'on a vu avec Sabrina hier dans l'émission. Exactement. Un passage remarqué et assez émouvant. Donc, avant, si vous voulez poser des questions dans le chat, Alena, vous n'hésitez pas. Et je pensais qu'on pouvait commencer par lire un article. Alors, d'habitude, pour les gens qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez, on lit un article de la personne qui est invitée. Là, tu as choisi quelque chose d'autre. Bah ouais, parce que justement, mon travail, c'est aussi de coordonner, de valoriser le travail des autres journalistes de Mediapart sur ces questions. Et donc là, c'est un article de Charlotte Bouvier, qui est donc pigiste pour Mediapart
Et du coup, c'est toi qui sélectionne les pigistes. Comment ça marche, tiens? Ouais, alors On là, en profite. l'occurrence, c'est une collaboration particulière parce que c'est arrivé par Sarah Brett, qui est journaliste au service enquête de Mediapart. Et puis on a discuté et on a validé ensemble l'idée de prendre cette pige, donc une première collaboration de cette jeune journaliste, parce que ça nous semblait mériter un traitement dans le journal. Voilà, tout simplement. Trop bien. Je réponds rapidement à la personne qui demande sur le service abonné. C'est plutôt des gens qui géraient les changements d'adresse et les désabonnements. Vous les inviterez bien qu'ils soient loin. Effectivement, c'est quelqu'un qui sait que le service abonné est à Poitiers à Mediapart pour des raisons d'organisation de quand ce service s'est monté et qu'on invitera bien évidemment. On a d'ailleurs relancé il y a pas longtemps. Donc vous les verrez ici. Et on les salue. Ouais, exactement. Et par ailleurs, à la fois, ils gèrent les abonnements de tout le monde. Quand votre mot de passe marche plus, quand votre abonnement déconne, c'est le service qui répond à vos questions là-dessus. Mais c'est aussi eux qui traitent, effectivement, tous les messages qui arrivent au service abonné du journal et qui ont cette fonction essentielle de les répercuter l'ensemble des services du journal. Donc, c'est une énorme porte d'entrée en fait pour le journal. Eh bien, c'est parti. Je me mets au moment lecture. Donc, vous ne me jugez pas. Je suis fatigué et, comme je dis à chaque fois, c'est une pratique que je ne fais plus depuis le lycée de lire en public. Donc bon, je vais faire ce que je peux. À Lyon, l'action de militantes féministes entravées par des groupuscules d'extrême droite. Menaces physiques, cyberharcèlement, autocensure. Dans cette ville où l'extrême droite est historiquement ancrée, des militantes évoquent un règne de la peur et racontent comment elles tentent de résister. Désolé, aucune de nous se sent à l'aise pour pouvoir parler. Sur la vingtaine d'associations féministes lyonnaises sollicitées par Mediapart, très peu ont donné suite. Ça ne m'étonne pas, c'est le règne de la peur, résume Inès, une militante de 38 ans. Si toutes ne sont pas victimes de violences de l'extrême droite, beaucoup ont peur de devenir une cible, ajoute-t-elle. Les faits récents leur donnent raison. Le 21 octobre dernier, 150 personnes, selon la préfecture, rattachées à l'extrême droite, traversent la ville sous les fumigènes et les slogans xénophobes après le meurtre de Lola, une collégienne parisienne. Le parquet de Lyon ouvre une enquête pour provocation publique à la haine ou à la violence. Un mois plus tard, le 26 novembre, une bagarre éclate en marge de la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. Des membres du collectif identitaire Némésis tentent de perturber le cortège et cachent une vingtaine de gros bras armés de matraques télescopiques et de gazeuses, d'après Rue 89 Lyon. Aucun blessé grave, mais 2 militants d'extrême droite sont interpellés. Enfin, le 14 décembre, des affrontements ont lieu en plein centre-ville après le match France-Maroc de la Coupe du Monde de football. Lyon Mag parle d'expéditions punitives d'ultra-droite et des témoins décrivent des descentes de l'extrême droite dans les rangs de laquelle 4 militants sont interpellés selon la préfecture. Lyon est la ville la plus marquée par l'extrême droite, hors parti politique. Analyse Alain Chevarin, auteur de Lyon et ses extrêmes droites aux éditions de La Lanterne, sorti en 2020. L'ancien enseignant explique que 400 individus, selon Lyon Capitale qui cite la préfecture, s'appuient sur un contexte spécifique, politique d'abord. Il n'y a jamais eu jusque-là jusqu'à la dernière municipalité de volonté politique de lutter contre l'extrême droite. Au contraire, en mars 1998, Charles Millon, de centre droit, n'hésite pas à faire alliance avec Bruno Gollnisch, du FN, pour la présidence du conseil régional. Au silence politique s'ajoute la validation du milieu universitaire. À Jean Moulin, Lyon 3, où l'université a largement été investie par des gens d'extrême droite, comme Pierre Vial, le fondateur des Identitaires, et Jean Audry, donnant une caution universitaire à leurs idées. Ensuite, n'oublions pas que le catholicisme est dominant ici. Pour preuve, les vœux des échevins commémorés tous les 8 septembre réunissent le maire, ses élus et l'archevêque à Fourvière pour bénir la ville, poursuit Alain Chevarin. Dans les années 1990, les identitaires se sont mis à défendre le catholicisme. Trouvant un écho favorable à Lyon, tous les 8 décembre, le groupuscule Les Remparts, feu le mouvement Génération Identitaire, organise la Lugdunum Sum. Alors je parle pas latin, je suppose que ça doit vouloir dire quelque chose. Une procession en l'honneur de la Vierge Marie jusqu'à la basilique de Fourvière dans le 5e arrondissement. Et c'est justement là que s'inscrit leur territoire dans le quartier du Vieux-Lyon, symbole de la France éternelle, souligne l'auteur de Lyon et ses extrêmes droites.
À l'hiver 2019, des affiches apparaissent sur les murs de ce quartier historique. Le collectif Collage féministe Lyon vient de se créer. Coller sur leur territoire a été une déclaration de guerre, résume Inès, ancienne membre. Elle se souvient des violences physiques pendant leurs actions. Une nuit, alors qu'elle collait avec d'autres militantes dans les rues de la ville, un groupe d'hommes s'est approché. Insultes, menaces de mort, vol de matériel. Les militants fuient pour se mettre en sécurité. Les militantes, fuient pour se mettre en sécurité. On sait que c'est eux, on les reconnaît à leurs insultes, explique la militante. La plus récurrente étant traître à la race. Ça signe quand même. La violence se déploie aussi en ligne. Inès a retrouvé sa photo sur un site néo-nazi, Démocratie participative, c'est original, faisant d'elle une cible des internautes. J'ai eu un moment de panique, se souvient-elle, en cause l'organisation par Inès et une association d'une manifestation de soutien à Juliette Hainaut, à Julie Hainaut, le 24 novembre 2020, devant le tribunal de Lyon. Cette journaliste a été au cœur d'une campagne de haine par les auteurs de Démocratie participative à la suite d'un article de 2017 pour le Petit Bulletin consacré à un bar qui vantait la colonisation comme une période sympathique. Heureusement, je suis peu reconnaissable sur la photo, reprend Inès, mais j'ai eu très peur. Lina aussi, quand ces articles féministes et antiracistes écrits pour le journal de l'Université de Lyon 3 se sont retrouvés sur le compte Twitter de la Cocarde, un syndicat étudiant d'extrême droite proche des remparts, s'est ensuivi un déferlement de dénigrement et d'insultes, raconte l'étudiante. Ces groupuscules s'attaquent aussi à l'université. Ils essaient de montrer par tous les moyens qu'ils sont omniprésents, constate Jeanne, la trésorière de l'association féministe de Jean Moulin Allions-nous. Les jeunes militantes ont été remarquées par l'épisode dit des toilettes, des rangées de cabines aux murs beige couverts de tags. Et oui, la France serait un paradis sans les bougnoules et les nègres, pouvait-on lire. J'en avais pleuré, continue Lina. Je me disais que peut-être la personne qui venait d'écrire ces horreurs était à côté de moi en amphi. Les murs ont été repeints à l'été 2022 et une plainte a été déposée, indique l'université. Entraînement avec des armes à feu. Ces violences et cette atmosphère de peur entravent les actions des militantes féministes. Les membres de Allions-nous évoquent une forme d'autocensure. Chez les militantes d'abord, qui renoncent à organiser certains événements comme des conférences, de peur de ne pas pouvoir assurer la sécurité des invités, mentionne Sarah, la secrétaire générale. Des actions de communication aussi. En début d'année, les associations passent dans les amphis pour se présenter. On a renoncé à le faire, souffle Jeanne. Se retrouver au micro à visage découvert face à 350 personnes, c'était trop s'exposer. Chez les autres étudiants, ensuite, un gars m'a dit qu'il adorerait faire partie de notre association, mais qu'il ne pouvait pas s'afficher avec nous, se souvient Maïwen, la présidente. Lorsque les militantes organisent une action, se pose toujours la question de la sécurité. On est tiraillé entre la volonté d'ouvrir à des personnes extérieures à l'université et le risque d'être infiltré par des gens malveillants, détaille Sarah. Conséquence, les militantes développent des stratégies de protection. Les informations sont dévoilées à la dernière minute en message privé. On crée des SAS, précise Jeanne. On donne rendez-vous non pas à l'adresse du lieu, mais un peu plus loin, par groupe, avant d'y aller. De la même façon, pour les manifestations, elles assurent toujours leur propre sécurité, même si la police est présente, insiste Inès. Les militantes envoient des voleuses qui partent au devant du cortège, discrètes, pour sonder les rues parallèles et alerter en cas de problème. Les militantes interrogées finissent même par éviter le 5e arrondissement, fief des groupuscules, pour organiser la nuit riposte décoloniale queer féministe le 9 avril 2022. Inès demande 3 fois à la préfecture un parcours qui évite le quartier. Dans les mails que nous avons pu consulter, elle finit même par envoyer des captures d'écran de story, des photos éphémères sur Instagram, datant de la semaine de la manifestation, montrant des hommes s'entraîner avec une arme à feu, avec la légende « Ça se prépare pour la prochaine manif de gauche ». Le parcours est finalement modifié et la manifestation se déroule sans incident. Un local officiel pour les groupuscules. On a le sentiment qu'ils
les autorités ne mesurent pas la menace contre les féministes, s'agace la militante. Elle n'est pas la seule. Marie-Charlotte Garin, députée écologiste du Rhône, s'étonne du silence du ministère de l'Intérieur et déplore qu'à cette heure, il n'y ait ni communication ni mesure forte contre ces groupuscules à Lyon. L'écrivain Alain Chevarin va plus loin. On est quand même la seule ville où des groupuscules d'extrême droite ont un local officiel ouvert en centre-ville, dit-il en allusion à la Traboule, le bar associatif et sa salle de boxe Lagogé, je ne sais pas, dans le 5e arrondissement. On documente tous les faits rattachables aux groupuscules d'extrême droite, répond la préfecture. Le sujet fait l'objet de discussions régulières entre les services de l'État et de la mairie. Concernant la dissolution des groupuscules et la fermeture des locaux, il n'y a pas à ce stade d'éléments suffisants pour le faire. Malgré les dangers, aucune des étudiantes d'Allions-nous n'a décidé de reprendre le flambeau de l'association quand celle-ci allait disparaître. Il y a urgence, donc tant pis, on le fait, souligne Jeanne. Il est hors de question qu'il n'y ait aucun safe place, donc des espaces sécurisés ici. C'est de ne rien faire qui me poserait problème, dit Inès. Le règne de la peur doit s'arrêter. Et c'est donc un article de Charlotte Bouvier. Est-ce que tu peux me dire déjà pourquoi tu as choisi celui-ci ? Voilà, pourquoi tu as choisi celui-ci ? Alors, j'ai regardé le chat en même temps. Ouais, parce qu'en fait, en gros, je pense qu'il y a plusieurs choses intéressantes. D'abord, ça raconte la place de l'extrême droite, comme on l'a raconté à plusieurs reprises dans le journal. Enfin, pas que nous, hein, évidemment, mais sur voilà tous ces groupuscules néo-nazis d'extrême droite qui mènent des actions coup de poing dans les rues. On l'a vu à Rennes, on l'a vu à Paris, on l'a vu à Lyon, on l'a vu à Bordeaux récemment sur le planning familial de Gironde à 3 reprises. Collègue Christophe Guenaud qui couvre l'extrême droite justement s'était rendu à la manif de protestation contre les attaques contre le planning. Donc on voit bien il y a un contexte voilà de petits groupes voilà qui prennent la rue, qui prennent l'espace, qui a toujours été une stratégie de l'extrême droite hein, de ces groupes les plus radicaux d'occuper l'espace public, y compris violemment. Et on voit bien aujourd'hui que dans le contexte de banalisation globale des idées d'extrême droite, c'est des pratiques qu'on retrouve partout. Ma voix est en train de se casser en 8. Hein, ouais, c'est en direct. C'est pas grave. Pardonnez-moi, quoi. Et donc ça, c'est la première chose. Donc ça permet quand même de montrer ça. Ça montre aussi qu'une des fixettes de l'extrême droite et des groupes les plus radicaux, ce sont les questions de genre et c'est les questions féministes. Évidemment, on le découvre pas dans ce papier, mais c'est quand même important d'illustrer concrètement ce que ça veut dire, concrètement comment ça se déroule, et que l'offensive, voilà, que je pense notamment à des papiers de Mathieu Suc et de Marine Turquille qui avaient raconté comment des groupes avaient mené les attentats, les projets d'attentats d'extrême droite, et dans leur motivation, le masculinisme, l'idéologie masculiniste était extrêmement fort en fait. Donc c'est vraiment un élément très important de l'extrême droite d'être hostile aux droits des femmes de manière générale, d'être hostile aux minorités sexuelles et d'être hostile voilà de manière générale à la conquête des droits pour les minorités de genre et les minorités de genre. Bon, voilà. Donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est aussi que les petites violences du quotidien, le harcèlement, le cyberharcèlement sont des choses qu'on a souvent minimisées. On n'a pas pris assez de temps pour examiner la gravité de ce qui était raconté par plein de féministes en fait, par des élus, parce que dans l'article est citée la députée Marie-Charlotte Garin qui raconte aussi le sexisme au quotidien dans les débats sur les retraites à l'Assemblée nationale, mais c'est absolument sidérant que les gens s'embrouillent, qu'il y ait un effet d'agora, que ce soit parfois tendu et tout. Ça a toujours été le cas à l'Assemblée. Ça, c'est franchement, c'est voilà. Mais c'est sur par ailleurs un registre extrêmement viriliste, extrêmement hostile aux femmes, comme si elles étaient encore des intruses en fait dans l'Assemblée. Il faut quand même imaginer que quand certaines parlementaires comme Sandrine Rousseau, Mathilde Panot, Rachel Keke, Marie-Charlotte Garin, etc., prennent la parole, vous avez les mêmes députés, des gars, qui hurlent « Arrête de crier, vas-y, arrête de faire ta Sarah Bernard, c'est quoi ces jérémiades ?» et tout ça. On l'avait raconté, notamment Mathieu Dejean avait raconté ça il y a pas longtemps dans le journal. Et franchement, c'est vraiment un truc sidérant. Et ces micro-agressions, en fait, on les prend pas suffisamment en compte parce qu'en réalité, ça a des effets très graves. Et c'est bien raconté quand même que ces militantes, elles ont peur, elles pratiquent l'autocensure. Là, ça a une toute petite échelle, mais en fait, c'est bien plus large que ça. Et puis, on le voit, ça peut aller plus loin. On a, dans le cadre d'une émission d'Alerte Libre présentée par Valentine Auberti, qu'on ne présente plus, fait témoigner Marie-Chantal Guzman, qui est une élue, qui est une militante du Parti communiste,
dans le sud de la France, qui racontait que lors de la dernière campagne des élections départementales, elle s'est fait agresser physiquement par un concurrent du Rassemblement national lors d'un collage, enfin dans l'espace public, devant des témoins, etc. Et que franchement, c'est assez effrayant. C'est-à-dire, ça peut aller jusqu'à des agressions physiques, et que on le voit, on l'a vu aussi sur des campagnes hyper massives de cyberharcèlement qui sont aussi clairement alimentées par l'extrême droite. Donc voilà, c'est pas marrant du tout, mais je pense que c'est vraiment important et que c'est notre rôle à Mediapart de justement d'être d'être hyper attentif et de ne pas lâcher cette banalisation qu'on retrouve partout. Ouais, Voilà. Surtout à Lyon, où là, du coup, on dirait que c'est des groupes clandestins, quoi. C'est des pratiques de clandestinité pour des organisations féministes qui devraient être tranquilles, et inversement, les autres ont un local et prennent la place. Moi, ça me fait penser à un truc, notamment vis-à-vis de l'Italie. Mélanie, donc, qui est arrivée, qui est la candidate de l'extrême droite, qui est arrivée, Qui a gagné les élections. qui a gagné les élections. Est-ce que il y a eu du nouveau au niveau des droits des femmes et des minorités de genre en Italie depuis? Est-ce que tu as suivi ça ou pas? Ouais, alors ça fait partie des choses sur lesquelles on doit faire un suivi. En fait, ça faisait d'ailleurs, on avait invité une militante et chercheuse italienne lors d'une émission sur l'anniversaire de MeToo, en fait, parce que c'est évident que partout où l'extrême droite avance, c'est fait partie des cibles évidentes. Et c'est notamment le cas sur les débats autour de l'avortement en Italie et du droit à l'avortement et de la limitation toujours plus grande du droit à l'avortement. Et moi, je continue à poser des questions tant que vous en posez pas dans le chat, je le fais moi-même. Quand même, là, on a parlé fascisme, attaque, etc. Il y a l'autre aspect. On est une semaine après le 8 mars, un 8 mars particulier. Est-ce que tu peux nous raconter ce 8 mars 2023 en France et dans le monde, d'ailleurs? Ouais, bah c'était quand même un 8 mars particulièrement joyeux, parce que c'est aussi ça la spécificité des luttes féministes de ces dernières années, enfin de manière générale par ailleurs, mais comme elles sont particulièrement fortes ces dernières années, c'est d'être aussi des luttes très joyeuses. Et le moment là du 8 mars, donc Journée internationale des droits des femmes pour celles et ceux qui ne sauraient pas, c'est un moment voilà qui a longtemps été un truc qui agaçait à peu près tous les féministes et toutes les féministes de France, parce que c'est un moment où on disait c'est la fête des femmes, où il y a des publicités de promo pour les machines à laver, et on offre des fleurs, enfin bon, l'enfer quoi. C'est un truc folklorique de dire on va rendre hommage à toutes ces femmes, enfin c'est absurde, alors que c'est une journée hyper politique pour pointer les inégalités entre les hommes et les femmes, ce qu'on a toujours fait au journal, là, dans la couverture de cette journée évidemment. Et là évidemment ça s'inscrit dans un contexte tout particulier qui est celui de la lutte, de la bataille sur la réforme des retraites, parce que enfin ça s'insérait au lendemain de la journée historique de mobilisation, la plus grande journée de mobilisation comptabilisée en réalité depuis mai 68. Enfin voilà, on n'a pas de données à comparer, mais enfin c'était une journée énorme du 7 mars. Et donc le lendemain, il y avait une manif féministe qui du coup était bien plus importante que les années précédentes. Voilà, parce qu'on le sait, la réforme des retraites est une réforme dont les effets seront particulièrement néfastes pour les femmes. Le gouvernement a menti. Voilà, on l'a pas raconté à de nombreuses reprises dans le journal, en disant au départ que ce serait positif, en reconnaissant finalement que ça ne changerait rien, et en disant de toute façon dans la bouche du ministre de l'économie que la réforme n'était pas là pour arranger les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc comme ça, bon bah ok, en fait on s'en fout quoi. Bon, bah, voilà, on passe à autre chose. Donc ça montre bien en fait la catastrophe que vont représenter pour de nombreuses femmes. Enfin, va représenter cette réforme pour de nombreuses femmes. Et il y avait donc cette mobilisation avec un appel un peu particulier à la grève féministe, qui est quelque chose qui n'a pas trop pris encore en France, qui a beaucoup marché en Espagne notamment, qui est de dire que l'ensemble, ouais voilà, dans plusieurs pays, mais en France qui restait encore, enfin là justement, je pense qu'il n'y en a jamais eu autant en fait d'appels sur le sujet, c'est-à-dire de dire que que les femmes doivent faire grève dans l'ensemble des tâches qu'elles font, qui est leur travail salarié quoi, mais aussi le travail domestique, le travail sexuel, etc. Et que elles doivent s'arrêter pour justement pointer et lutter contre ces inégalités, comme on lutterait dans une entreprise pour être mieux payé en fait, et aussi pour faire prendre conscience de l'ensemble du travail fourni par les femmes dans une société. Et ça, cette espèce je pense quand même, cette idée commence à faire son chemin. On a vu des appels, alors l'intersyndicale n'avait pas repris, mais il y avait quand même des appels assez larges en fait sur ce sujet, qui sont aussi des appels, il faut le rappeler, en solidarité avec la situation des femmes dans de nombreux pays du monde, notamment en Iran ou en Afghanistan.
qui était un poids aussi important des appels qui ont été portés. Et c'est vrai que voilà, c'était assez réjouissant de voir que bah voilà, globalement, les luttes féministes de ces dernières années arrivent aussi sur ce point de la grève féministe. Alors là, c'est le moment où je vais faire un peu comme au Futuroscope. On met ses lunettes 3D. Je te dis de mettre le casque. Et je vais être le premier audio parce que je pense que tu vas passer 2 heures à répondre sur à peu près tout sur le féminisme. C'est parti. Alors, je crois qu'ils entendent pas. Est-ce que ah non, c'est nul si vous entendez pas parce que nous on rigole. Mais est-ce que là vous entendez ou pas? 5 minutes pour replacer les luttes pour le droit à la contraception et à l'avortement dans un contexte plus général et pour vous dresser un tableau de l'évolution de la condition féminine depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Avec en deuxième partie, plus spécialement consacrée à ces 20 dernières années. Je passe tout de suite à la deuxième partie. Voilà, c'était Christine Delphi. Quoi qu'on en pense, c'est très drôle. Et par ailleurs, qui a dit que les féministes n'étaient pas drôles? Ensuite. Féministes. Comment? Les masculinistes. Ouais, clairement. 6 ans après, la lutte contre les violences faites aux femmes a été décrétée comme grande cause du quinquennat par Emmanuel Macron. Quel bilan tirez-vous? C'est Terence qui est là toutes les semaines qui nous pose cette question. On salue Terence. Salut. Alors, un bilan assez mauvais. Alors, je suis pas toute seule à le tirer en fait. Donc, c'est original. Hein. C'est-à-dire premier quinquennat, grande cause du quinquennat. Deuxième quinquennat, toujours grande cause du quinquennat. Et à chaque fois, des associations féministes de terrain, et pas uniquement des associations très politiques, mais toutes celles qui, au quotidien, se prennent en charge des femmes qui n'ont plus de logement parce qu'elles ont fui leur conjoint violent, qui sont à la rue avec leur bébé parce que tout simplement elles n'ont pas assez d'argent pour payer un logement et la crise du logement, qui participent aux distributions alimentaires, qui les accueillent sur les violences sexistes et sexuelles, bref, toutes les associations en fait qui font le maillage de la société pour venir en aide à toutes celles et tous ceux qui sont le plus en galère, disent la même chose en fait. Ils et elles manquent cruellement de moyens, cruellement d'une implication de tout le service de l'État. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de gens qui essayent de bien faire leur travail parmi les fonctionnaires, c'est pas du tout ce que je dis, mais il manque clairement de moyens. L'ambition n'est pas du tout au rendez-vous. Et par ailleurs, politiquement, en fait, je vais essayer de le dire poliment. Quand on a nommé comme ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui à l'époque, ce qui n'est plus le cas, était visé par une enquête préliminaire, visé par une plainte pour viol qui a été classée sans suite depuis, en réalité, le message que vous envoyez est catastrophique. C'est-à-dire que vous considérez par avance qu'il est innocent, sur la base de quoi on ne sait pas, et que vous ne considérez pas qu'il y a un obstacle entre être visé par une plainte pour viol et être ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire en charge des services qui vont enquêter sur la plainte qui vous vise. Et quand vous nommez sur un registre plus politique Éric Dupond-Moretti, celui qui fait des bras d'honneur à l'Assemblée, comme ministre de la Justice, qui a dit à de nombreuses reprises dans sa fonction précédente d'avocat à quel point il était hostile à MeToo, qu'il estimait être un mouvement de délation dangereux pour la société, c'est pas que vous envoyez un message, vous dites quelque chose. Le message d'Emmanuel Macron était de dire il ne faut pas aller trop loin avec MeToo, il faudrait pas que ça revienne à remettre en cause trop de modes de fonctionnement, et on l'a vu sur tous les ministres qui ont été mis en cause dans ces gouvernements successifs. Je pense notamment au cas de Nicolas Hulot, qui était ministre dans les premiers quinquennats de
d'Emmanuel Macron, qui a été visé par des premières révélations, qui est parti du gouvernement, pas du tout à cause de ça, mais alors pas du tout, qui est parti simplement parce que, voilà, fin politique, quoi, il a constat d'échec, et qui a tout le temps été défendu par Emmanuel Macron, par ses ministres, notamment Marlène Schiappa qui à l'époque s'occupait des droits des femmes, et voilà, Emmanuel Macron osant dire à la télévision, devant des journalistes, qu'il avait une conversation les yeux dans les yeux avec Gérald Darmanin, et disant qu'il en avait parlé avec Nicolas Hulot, qui lui avait juré qu'il avait jamais rien fait. Enfin, c'est sidérant, c'est-à-dire que c'est comme si MeToo n'avait pas eu lieu. Donc à partir de là, même s'il peut y avoir des améliorations par-ci par-là, presque tactique, si j'ai envie de dire, plus quelques ministres et quelques parlementaires engagés, faut le dire aussi. En fait, le bilan politique, il est vraiment très, très mauvais. Et il est aussi très mauvais, encore une fois, par le manque de moyens qui sont déployés, franchement. C'est-à-dire, vous pouvez pas faire une grande cause sans mettre de l'argent pour accompagner les femmes qui sont à la rue. Vous pouvez pas faire ça sans payer, enfin voilà, sans financer la justice pour pouvoir absorber les plaintes sur les violences sexistes et sexuelles qui explosent, etc., etc., etc. Donc le bilan est très mauvais, voilà. C'est dit. Disons-le. Très bien. Il y a Angèle qui dit, pour continuer dans sexisme/extrême droite, et Pegasus, où on en est avec le portable de l'ENAIG. Donc tu avais fait partie des journalistes et autres personnalités qui avaient été espionnées, qui avaient un logiciel espion qui s'appelle Pegasus sur ton téléphone. Est-ce que il y a du nouveau? Est-ce que tu as quelque chose à en dire ou pas? T'as le droit de dire. Non, j'ai pas de problème. Donc on était deux à Mediapart à être concernés, moi et Edoui Plenel. Donc une moustache que vous recevrez bientôt peut-être. Abonnez-vous. Voilà. Et donc, bref, on a été espionnés. Dans le cadre, c'est des révélations qui avaient eu lieu dans le cadre du travail incroyable fourni par Forbidden Stories, qui avait donc publié toutes ces révélations partout dans le monde. Donc là, je peux juste parler de notre cas, mais voilà, sur plein de pays dans le monde et tout. Voilà. Et donc, nous avons porté plainte auprès de la justice pour cet espionnage. Nous attendons les suites judiciaires. Une information judiciaire a été ouverte, donc ça veut dire que ça suit son cours. Les investigations menées par les policiers ont confirmé le travail de Forbidden Stories et d'Amnesty International, comme quoi nos téléphones ont bien été espionnés. Et l'enquête de Forbidden Stories montre que c'est pour le compte du Royaume du Maroc que nous avons été espionnés. Donc en réalité, pour alimenter probablement, notamment dans ce qui me concerne, les dossiers et les procédures judiciaires qui ont été lancées contre des journalistes indépendants, qui sont aujourd'hui, pour certains, en prison au Maroc, encore. Et c'est insupportable. Et je pense notamment à Omar Radi, qui est journaliste qui est d'investigation, qui déplaisait au pouvoir et qui s'est retrouvé emprisonné après un procès monté de toutes pièces avec une accusation de viol. Et notamment Rachida El Azouzi, qui est notre collègue du service international, avait fait l'enquête avec Rosa Moussaoui, qui est journaliste à l'Humanité et qu'on salue aussi, qui avait fait un travail incroyable justement pour montrer toutes les failles de ce dossier. Et donc voilà, on en est là. La procédure judiciaire est en cours. On attend aussi un peu plus de réactions politiques, parce que les réactions françaises ont été très faibles. Le Parlement européen a récemment voté une résolution s'inquiétant de l'attitude du Maroc, qui suscite énormément de réactions au Maroc, parce que les députés de Renaissance du mouvement d'Emmanuel Macron ont voté pour cette résolution. Donc ça suscite un peu de flottement, mais jusque-là, le président de la République lui-même n'a jamais vraiment protesté contre cet espionnage scandaleux. Et puisque tu parlais de journalistes emprisonnés, on en profite, je le fais souvent, pour rappeler que Mortaza Berboudi, qui est un de nos collaborateur, je sais pas comment on dit, un journaliste qui travaille pour Mediapart, et lui aussi toujours emprisonné depuis maintenant plus d'1 mois par les talibans. Et donc on pense à lui, on pense à sa famille, à ses proches qui se battent sans relâche. On sait qu'il y a un collectif qui a été monté, donc si vous voulez, regardez notamment il y a le hashtag Free Mortaza sur les réseaux sociaux. Et une pétition en ligne, vous pouvez retrouver sur les comptes d'RSF, de Reporters sans frontières, pour pouvoir signer cette pétition, et on espère très fort qu'il puisse être libéré le plus vite possible. Voilà, le journalisme est un sport de combat. Alors bonsoir, est-ce que votre poste donc de gender editor, non,
de chargé des questions de genre, chargé éditorial, j'y arriverai jamais, Ouais, gender editor, dans, ça marche. voilà, existe dans d'autres journaux français. Sinon, est-ce que vous pensez que c'est un poste qui va se démocratiser dans les rédactions? Alors, ça n'existait pas dans d'autres rédactions françaises, en tout cas à notre connaissance, au moment où on l'a créé. Donc, nous, ça fait 2 ans et demi qu'on l'a créé au journal. Mais depuis, un poste similaire, disons comparable, a été créé à l'AFP. Donc, l'AFP, c'est l'agence France Presse, c'est-à-dire la grande agence française qui est présente partout dans le monde et qui publie les dépêches que vous trouvez très souvent dans les news partout. Et c'est Jessica Lopez qui occupe ce poste, chargée des questions de genre et de la diversité à l'AFP. Donc c'est hyper important qu'une telle agence, qu'une entreprise d'une telle taille, qui est mon ancienne maison par ailleurs, je le dis par souci de transparence, on est toujours transparent, Mediapart, choisissent de le faire parce que, enfin, là où c'est quand même vraiment important, je pense, c'est que, pour reprendre ce que disait Christine Delphi, en fait, c'est que très souvent, comme pour les 8 mars, en fait, genre 2 fois par an, on traite des droits des femmes, pour le 8 mars, pour le 25 novembre, la journée internationale contre les violences faites aux femmes, ou bien tout d'un coup quand il y a une actualité particulière, le témoignage d'une femme qui raconte comment elle s'est fait, comment elle a été battue, ou un livre qui sort un peu spectaculaire, et le reste de temps c'était pas dans l'actualité du quotidien en fait, et que l'énorme enjeu pour les journaux c'est d'intégrer toutes ces questions dans notre couverture quotidienne. En fait, c'est de changer l'actualité, changer ce qui fait l'actualité, et que ce soit pas une fois par an on résume tout ce qui fait le quotidien des femmes et tout ce qui fait et des minorités de genre de manière plus générale, hein, je le dis, parce que c'est le quotidien de millions de personnes et qui devrait être à la une de l'actualité, à la hauteur de ce que ça représente au quotidien en fait. Très bien. Alors, je suis curieuse de savoir, nous dit Élise Liuka, qui est venue finalement à l'hommage de Gisèle Halimi. C'était un flop, j'imagine, ou je me trompe? Il y a eu aujourd'hui? C'était le 8 mars, donc en fait, puisque donc okay. Dans la série des petits trucs tactiques, comment Emmanuel Macron parfois joue d'un truc un peu tactique, face à la contestation sur la réforme des retraites, il n'a rien trouvé de mieux à faire. Et je vous conseille l'article d'Hélène Salvi, encore elle, sur le sujet, parce que c'est édifiant, franchement édifiant. C'est-à-dire, en gros, Gisèle Halimi, quand même, immense avocate, immense militante contre la colonisation, immense militante féministe, immense avocate féministe, donc pour lequel ça fait 1 an que le pouvoir n'a pas décidé de quel hommage lui rendre, qu'il y a un débat sur quel hommage lui rendre, décide à la dernière minute, franchement, quelques jours avant, les associations l'ont raconté en fait dans le papier d'Hélène, les contacts quelques jours avant en mode en fait on va faire un hommage aux invalides, bam bam boum, le 8 mars, ah bah dis donc ça tombe bien, on est en plein dans la merde de la réforme des retraites où finalement on a compris que ça allait pas aider les femmes et on a besoin de trouver un petit truc prétexte, etc. Franchement c'est... Enfin, Geneviève Fraisse est venue le dire hier soir sur le plateau de Mediapart. Elle disait qu'elle en a ressenti de la honte, mais en fait, c'est vrai que il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, au sens où instrumentaliser la figure de Gisèle Halimi, mais je sais pas, les bras m'en tombent quand même, quoi. Et donc voilà, donc c'est un bon exemple de la politique macroniste en la manière. Je pense que c'est clair. Et donc pour vous dire, alors je vous conseille de regarder les photos. Parce que c'est assez dingo, c'est-à-dire c'est beaucoup d'hommes, manifestement pas hyper jeunes, genre plus vieux que moi, et clairement des vieux mâles blancs quoi, voilà, donc beaucoup sur dans la même place derrière Emmanuel Macron et tout, c'est voilà, parce qu'il y a beaucoup de représentants de la justice, des avocats, des bâtonniers, bon bah voilà, la profession d'avocat et comme plein d'autres professions largement masculines. Donc du coup voilà, il y a un effet de bord, et que par ailleurs énormément de militantes féministes, de représentants d'associations ont refusé de se joindre à cet hommage, notamment l'association qui a été créée par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, Choisir la cause des femmes, qui n'est pas allée à cet hommage, tout comme la Fondation des femmes présidée par Cécile Maillefert, etc., qui ne se sont pas rendues à cet hommage, le planning familial, enfin bref. Voilà. Alors du coup, bon bah vous avez tous les représentants des corps constitués qui sont là. Vous avez François Hollande qui est là, comme ancien président de la République. Voilà, vous voyez des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, quoi. Et quelques personnalités qui quand même sont venues, très minoritaires, notamment l'humoriste Sophia Aram. Ah d'accord. Parce que pourquoi pas. Hein, franchement. Mais je crois que les deux étaient sur France Inter, et François Hollande il y a quelques jours, et Sophia Aram comme souvent.
Alors, dommage. Ah oui, sur Delphi. Ah oui. On est d'accord. Mais d'ailleurs, peut-être on peut parler de ça sur la question trans. À Mediapart, tu ne gères pas que la question féministe, mais aussi les questions de genre et les questions LGBTI. Alors, je ne les fais pas toute seule, parce qu'il y a Oui. notamment Mathilde Mathieu qui est responsable du pôle société, qui s'en occupe largement, même en premier lieu à Mediapart. Et effectivement, en fait, on voit, on parlait au tout début de l'offensive de l'extrême droite, on le voit notamment sur la question, sur l'offensive transphobe, en fait, qu'on trouve, qui est vraiment un des points marquants de l'extrême droite partout dans le monde. Si on prend l'extrême droite américaine, si on prend Donald Trump, si on prend le Brésil, si on prend Vladimir Poutine, si on prend Erdogan, Bolsonaro, voilà, vraiment tous ces dirigeants influencés, imbibés par l'extrême droite de ces dernières années, en fait, ils ont tous parmi leurs points communs, ce point commun de transphobie extrêmement marqué et d'une offensive politique très forte sur le sujet, qui est obsessionnelle, en fait, une obsession. Et par exemple, Vladimir Poutine le dit à quasiment tous ses discours de justification de la guerre en Ukraine, expliquant que l'Ukraine, je vais essayer de pas répéter ces mots parce que c'est quand même hyper violent, mais en gros il fait la guerre au nom du genre, quoi. C'est-à-dire que l'Occident corrompt par les questions de genre, par les questions féministes, par les trans, toute l'identité russe. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue. Mais ça montre que c'est une offensive politique, une idéologie politique hyper forte et qu'on voit absolument partout. Y compris en France. Y compris en France. Et justement, Mathilde avait publié un article hyper intéressant d'une journaliste très talentueuse qui est pigiste très souvent pour Mediapart, qui s'appelle Roselle Le Carboulec, sur les offensives justement de l'extrême droite contre le spectacle des dragues. Et vraiment, faut pas prendre à la légère. Quand à Lamballe, à Toulouse ou en Gironde, des groupes d'extrême droite s'organisent pour empêcher des lectures dans des bibliothèques ouvertes aux mineurs, donc de drague, je veux dire, franchement, où on est, quoi. Et tout ça se passe tranquillement. Il y a quand même eu des rencontres qui ont été annulées. Donc, il faut bien avoir en tête que on est vraiment dans ce contexte tout pourri, sur lequel il faut clairement pas laisser passer. Et avec on retrouve un peu ce qui était écrit dans l'article tout à l'heure, de devoir protéger une bibliothèque où il va y avoir des lectures de contes pour enfants, quoi. C'est assez délirant. Parce que ça corromprait les mineurs. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est complètement dingue. Et c'est le discours qu'a tenu Éric Zemmour pendant la campagne, c'est le discours que tiennent des militants transphobes aujourd'hui en France, qui peuvent être reçus par les pouvoirs publics et par le gouvernement. Exactement. Ça, c'est dit, nouvelle fois. On a Garlu qui dit: la situation a l'air de s'être améliorée très rapidement en Espagne. Vous pourriez détailler rapidement sur les mesures qu'ils ont prises. Pourquoi des mesures similaires ne sont pas prises ici? Je pense qu'on parle de la ley trans, avec un accent, la loi trans en Espagne. Ouais, alors justement, alors je sais pas si c'est ça ou globalement sur les questions. Ou même sur les questions de VSS, parce que c'est là où l'Espagne a le plus travaillé. Alors, pardon, je suis en train de... Alors, on est tous en train de mourir depuis tout à l'heure, je tousse aussi. Voilà. On va essayer de garder ça à une sorte de dignité. Ouais. Donc, en gros, l'Espagne a pris depuis 10 ans des politiques hyper intéressantes en matière de genre, en matière de lutte contre les... Non, je rigole parce que... des gens s'inquiètent de ma santé. Un sirop pour les naïgues. Voilà. Et de l'eau, là, clairement ce que je vais faire tout à l'heure. Donc, tout ça pour dire, donc je me concentre sur l'Espagne. Voilà, a mis plein de mesures en place de manière extrêmement novatrice. Sur la question des VSS, prenons l'exemple, par exemple, de la redéfinition du code pénal. Prenons l'exemple de la création de cours spécialisés sur les questions de violence conjugale. Bref, toute une série de mesures d'arsenal de répression, de prévention extrêmement fort, pour laquelle la France n'est toujours pas à la hauteur. Je pense que la France n'est toujours pas à la hauteur en la matière, exactement pour ce que j'ai dit tout à l'heure, pour une question de choix politique, d'ambition politique et de mobilisation de ceux qui sont au pouvoir et de celles qui sont au pouvoir encore aujourd'hui, qui même quand elles en ont l'envie, n'ont pas les moyens politiques, ne gagnent pas les arbitrages. Je pense par exemple sous François Hollande, où clairement les ministres des droits des femmes
Najat Vallaud-Belkacem ou Laurence Rossignol ne gagnaient pas systématiquement leurs arbitrages, très loin de là. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est pareil sur la loi trans en Espagne, c'est beaucoup plus avancé dans les débats que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est vrai que par moment, il y a un décalage qui est complètement fou. Mais c'est là où je tempérerais par rapport à l'amélioration très rapide qui serait le cas en Espagne, c'est qu'il y a justement, ça suscite énormément quand même de résistance, énormément de débats. La coalition de gauche au pouvoir se déchire sur plusieurs textes de loi concernant les questions de genre, concernant la loi trans, concernant une loi sur les violences sexistes et sexuelles. Ludovic Lamont a raconté ça il y a pas longtemps dans le journal. Et donc c'est pas si simple en fait. Et par ailleurs, on voit aussi en Espagne une montée de l'extrême droite, de Vox notamment, du parti Vox, qui gagne des positions et qui est sur un discours extrêmement traditionnel. Voilà, hostile à l'IVG, hostile aux conquêtes de droits pour les femmes ou les minorités de genre. Donc je pense qu'il faut pas trop se réjouir malheureusement. Puisque tu m'as rappelé Najat, en même temps je fais de la technique, en même temps j'essaie de rapprocher le micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite. Puisque tu m'as rappelé l'histoire de Najat Vallaud-Belkacem, je tiens à signaler qu'il y avait eu un article de la Déferlante sur l'histoire des ABCD de l'égalité qui était assez chouette, que vous pouvez retrouver sur Mediapart en vous abonnant. Je refais le topo gratuitement pour un mois avec le lien qui est dans le chat si Breakfast and Cigarette le met assez rapidement. Et que du coup vous pouvez vous abonner pendant un mois gratuitement pour retrouver tous ces articles. Et du coup il y a un partenariat avec la Déferlante qui est une revue féministe. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est créé, enfin comment ce partenariat s'est fait? Ouais, en fait, donc elles sont cadres cofondatrices à la Déferlante et avant de lancer leur revue, donc consacrée aux révolutions féministes, elles sont venues nous voir à Mediapart pour nous demander un partenariat, aussi de l'argent, parce qu'il faut de l'argent pour faire un journal, ça coûte cher, et puis un partenariat éditorial. Ce qu'on a accepté avec beaucoup d'enthousiasme en fait. Et donc du coup tous les trimestres on publie dans le journal la rubrique qui s'appelait Cold Case, qui revient, retour sur aujourd'hui, en gros qui revient sur un événement passé qui compte pour les droits des femmes ou des minorités de genre, et franchement c'est hyper intéressant parce qu'on est revenu sur l'affaire Dominique Strauss-Kahn, on est revenu sur l'affaire Bertrand Cantat, et là effectivement tu citais l'exemple des ABCD de l'égalité parce qu'on oublie vachement vite en fait. Et donc les ABCD de l'égalité, c'était un dispositif mis en place sous François Hollande avec Najat Vallaud-Belkacem qui était aux droits des femmes puis à l'éducation, et qui a été finalement supprimé en fait par le gouvernement, par François Hollande, après la mobilisation de toute une kyrielle de micro-groupes d'extrême droite, notamment, d'extrême droite, en tout cas extrêmement réactionnaires, notamment dans le sillage de la Manif pour tous, qui s'était constituée sur les débats sur le mariage pour tous, et qui du coup prenait une place totalement démesurée dans l'espace public à ce moment-là, et qui effrayait l'Élysée. Donc on a retiré les ABCD de l'égalité, juste pour qu'on se rappelle ce que c'est que les ABCD de l'égalité. C'était un dispositif pour les écoles primaires et maternelles, juste d'apprentissage à l'égalité et de conscientisation des enfants à l'égalité. Genre rien de dingue. Franchement, ça permettait de donner des outils aux instituts, aux professeuses des écoles pour pouvoir faire leur travail d'enseignants et d'enseignantes en fait. C'était vraiment des trucs tout à fait basiques, mais qui permettaient de porter au moins un minimum ces questions à l'école, dont on sait que c'est quand même un endroit extrêmement important. Donc voilà, c'était ça, et je vous recommande par ailleurs globalement de vous abonner à la Déferlante si vous le pouvez. Abonnez-vous à Mediapart et à la Déferlante. Parce que c'est une super revue, que ça permet de revenir sur plein de sujets, plein de débats, plein de trucs intéressants, et puis voilà, soutenons la presse indépendante. Tout à fait. Il y a Uli Kounmi qui dit: est-ce que vous avez pensé à un poste similaire qui se concentrait sur d'autres discriminations, race, handicap? Est-ce que Ouais, en fait, ça fait partie des discussions quand on réfléchit sur les biais, les stéréotypes dans le traitement médiatique. Parce que c'est ça, en fait, dont il est question dans le travail que je mène. En fait, on est parti d'un truc très simple, c'est-à-dire que les traitements médiatiques sont biaisés. Et je parlais au tout début du paritomètre, donc de la mesure du taux de masculinité dans nos articles. Faut imaginer, quand on a fait le travail là-dessus, on était à 75%
de personnes reconnues comme hommes citées dans les articles. Or, il ne t'a pas échappé que ça correspond pas à la proportion dans la réalité. Et qu'on sait aussi que par plein d'études, toutes plus officielles les unes que les autres, que le traitement médiatique est très souvent stéréotypé. Mais on peut dire exactement la même chose de l'ensemble des minorités, en fait. Minorités pas forcément au sens numérique, mais au sens sur la manière dont ils sont traités dans la société, c'est-à-dire les personnes qui sont en position de domination dans la société se retrouvent dans la même position dans le champ médiatique, dans les rédactions, mais aussi dans le traitement médiatique. Ça se voit évidemment sur les questions raciales, mais aussi sur les ouvriers de manière générale. Moi, au tout début de ma carrière, j'allais dire, c'est chelou. Bref, de mon travail de journaliste, mais il y a maintenant une éternité. Je travaillais à l'Humanité. On discutait souvent de cette déconnexion, de cette invisibilisation des ouvriers, des ouvrières dans le traitement médiatique, des salariés les plus précaires, etc., etc. Donc, en fait, on pourrait multiplier les constats où à la fois sur l'invisibilisation et les stéréotypes, c'est vrai notamment des questions raciales, mais c'est vrai aussi sur le validisme. Donc, pour revenir à la question précise, et je ne cherche pas à l'esquiver, on a créé un poste éditorial il y a plusieurs années, avant même la création de mon poste, qui s'occupe des discriminations à Mediapart. C'est un poste qui est aujourd'hui occupé par l'excellent David Perrotin, qui est au service société de Mediapart. Et il y a tout un travail éditorial sur ces questions qui est extrêmement fort, sur lequel on pourrait sûrement faire plus, sûrement faire mieux, mais qui est vraiment une des priorités éditoriales du journal. Je pense notamment à ce que Mathilde Mathieu a coordonné dans le service société, qui s'appelle Les Chroniques de la haine ordinaire, et qui feront bientôt l'objet d'un livre aux éditions du Seuil. Justement qui raconte cette haine et cette discrimination ordinaire. Donc ça, c'est tout le travail éditorial très fort, encore une fois, qui est un engagement fort du journal. Est-ce qu'il faut aller plus loin, comment, etc. C'est des questions qu'on s'est déjà posées. Il y a un comité diversité au journal avec lequel cette discussion a eu lieu. Après, on est aussi une équipe dont les moyens sont pas infinis. On fait aussi avec ce qu'on a comme moyens, comment faire, etc. C'est pas forcément évident, mais par contre, l'objectif éditorial, ça c'est sûr, il est partagé. Très bien. Alors, il y a la question de Terence qui est un peu longue. Question à la fois pour Léné Guettari. Comment s'est construit votre éveil aux questions de genre à partir d'une combinaison d'événements personnels positifs ou négatifs, de lectures ou encore de rencontres? Vous êtes bien sûr libre de ne pas aller dans le détail s'il est question de choses trop personnelles. Non, je vais pas faire mon coming out immédiatement, sinon les gens vont finir par le savoir. Mais bon, ils l'auront compris. Mais toi, qu'est-ce qui a fait que tu es devenue journaliste féministe? J'ai pas de problème pour dire ça. Hein, je veux dire, à partir du moment où le féminisme c'est une bataille pour l'égalité, je suis pour l'égalité en fait. Donc ça me semble pas contrevenir à... Shocking. Demain, tu fais la une de Valeurs Actuelles. Voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, ça n'empêche pas la rigueur journalistique, ça n'empêche pas, et l'engagement n'a jamais empêché la rigueur, et le fait que nous sommes là pour produire de l'information, c'est quand même fondamentalement notre travail. Donc voilà. Alors, pour répondre à cette question, que répondre à cette question? Alors déjà, il y a un livre. Est-ce qu'il y a des lectures qui t'ont... Je t'avais préparé comme je le fais à chaque fois. Alors ça, j'ai fait 6 lectures. Non, blague à part. Par contre, quand j'étais dans l'éveil, parce que la question portait sur l'éveil à ces questions, alors vraiment, c'est hyper bateau, mais j'ai lu le deuxième sexe de Simone de Beauvoir quand j'étais jeune étudiante, et je dois dire quand même que ce livre a un tout petit peu, comme plein de gens, je pense, beaucoup changé ma vie, m'a beaucoup questionné. Je me rappelle très bien quand je l'ai lu, j'étais un été chez mes grands-parents, je me souviens très bien, ça m'avait beaucoup ému et tout, beaucoup questionné, et je pense que ça a quand même joué un grand rôle pour moi. Et puis voilà, après il y a la masse de toutes les expériences personnelles qu'on a comme femme dans cette société. Je pense que là, pour le coup, c'est tellement partagé, et c'est ce qu'on voit depuis toutes ces dernières années, que pas plus moi que les autres, mais pas moi que les autres non plus. Et puis plus dans mon travail de journaliste, quand je suis arrivée à Mediapart, je me suis occupée de journalisme politique. Et franchement, quand vous êtes journaliste politique, et moi j'avais 30 ans quoi, vous êtes tout de suite confronté à cette question. Tout de suite confronté, parce que en fait le sexisme il est presque physiquement là, il est presque physiquement présent quand vous allez à une université d'été d'un parti politique, quand vous allez dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée. Franchement, vous le sentez de manière tellement forte que vous pouvez pas ne pas vous y intéresser.
Et puis quand vous êtes un peu sensible à ce sujet, en fait, vous êtes très vite repéré comme une personne à qui on peut parler de ça. Donc du coup, vous avez plein d'élus, plein de militantes, plein de députés femmes, etc., qui viennent vous voir pour vous raconter ce qu'elles vivent au quotidien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ces questions au journal. Ok. Alors, grosse team de Bretons à Mediapart. Ouais, on est pas mal, ouais. Mmh, On ouais. est pas mal, ouais. C'est Je dirais pareil, même je c'est peux pas un- le cacher, ouais. C'est un lobby, je dirais. Il y avait pas Alors, plus un tard. lobby, pareil, attention, parce qu'un lobby, c'est un lobby de gens puissants, souvent, hein, quand même. Et nous ne sommes pas très puissants. Je sais pas, mais Historiquement, je veux dire, attention, historiquement, d'accord. Voilà. Vous êtes peuple opprimé, Nous sommes une d'accord. région- nous sommes une région peut-être. périphérique. On parlait de l'indépendance de la Corse la semaine dernière, cette fois-ci. Voilà, on continue dans les Voilà. minorités régionales opprimées. Non, c'est pas gilet jaune, c'est bonnet rouge. Rien à voir, ouais. Bonnet rouge. Bonnet rouge, ouais. Et pas plus tard qu'hier, on avait du beurre. Il paraît que ça a un nom, genre un espèce de gâteau breton dans la cuisine. Ça, c'est... Ouais, c'était du beurre, clairement. Hein. Bah ouais, c'est du beurre, Salut, ouais. Armel. Enfin, il y a de la farine aussi. Salut Et c'est Armel. très bon. Voilà. Et c'est très bon. Ne critique pas. Ouais, Bubule 658 nous donne le nom d'une militante transphobe que j'ai même pas envie de prononcer. On va pas leur faire de pub. Vox, c'est les compagneros de Manuel Valls, c'est ça? Eh bien oui, en Ah, fait, parce qu'ils incroyable. l'ont soutenu dans sa campagne ratée pour Barcelone. On l'a oublié, Le ça aussi. pauvre. Magnifique, la revue La Déferlante. C'était pas super radical, les ABCD. Alors, les journées de retrait. Oui, c'est ça. Ouais. Alors ça a un rapport avec les ABCD de l'égalité. Ouais. C'était exactement ça en fait. Donc des Oui. groupes avaient organisé les journées de retrait à l'école avec une certaine, notamment Farida Belgoul. Wow. Je me bien rappelle joué. de son prénom. C'est pour ça que je dis que c'était un gros goubli-goulba de plein de gens qui se sont retrouvés coalisés entre Farida Belgoul et Frigide Barjot, quoi. C'est quand même voilà. Et la manif pour tous. Enfin, tout ça était quand même un alliage assez détonnant. Un peu contre nature, on peut le dire. hein. Ouais, voilà. En Pas tout tant que cas, ça, au final. ouais, finalement non, en fait. La preuve, ils se sont retrouvés sur donc retirer les enfants de l'école. Hein, c'était quand même ça. Ouais. Mais ça restait extrêmement minoritaire. Et c'est là où vous avez le choix entre capituler en race campagne ou mener la bataille politique et penser que ça vaut le coup de le faire. Ouais, alors en Belgique francophone, il y a récemment eu une petite panique morale concernant un guide destiné aux professionnels de l'éducation dans la vie relationnelle, affective et sexuelle. Pour mémoire, ce guide a pour but d'informer sur des questions que les écoliers peuvent se poser à partir de tel ou tel âge et de les outillés pour y répondre. L'essentiel de la polémique concernait bien sûr les questions de genre. On en revient toujours à la question des enfants et c'est l'argument principal des opposants sexistes, enfin antiféministes. C'est pas un reproche, le fonctionnement, beau travail, chronique sur les haines ordinaires. On fera un stream. Ah oui. Mais alors... Hop. Est-ce qu'on a d'autres questions en dessous? Pegasus, désolé d'insister, on en est où? On a déjà répondu. Regardez le replay. Le beurre forcément salé, sinon c'est pas du beurre pour les Bretons. Je suis peut-être sur Pegasus pour dire normalement nos téléphones ne sont plus espionnés, mais enfin bon, franchement, j'en sais rien. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on nous écoute en ce moment même. Peut-être bien. Alors, on a des précisions sur la pâte sablée. Non, c'est pas de la pâte sablée. Non, c'est. Enfin, c'est pas grave. Ouais, on s'en fout. C'est très bon. C'est de la farine, du beurre salé, c'est-à-dire du beurre en fait. Hein. Je ne sais pas pourquoi cette précision est indispensable. Et voilà. Et je vous le conseille en fait. Je vous le conseille. Au petit déjeuner avec le café, c'est très bien. Très bien. Faut-il vraiment que je fasse ça? Moi, je pense qu'il faut continuer. Hein. Je pense que je peux ouvrir une pâtisserie en fait. C'est clair. Pouvez-vous nous parler des coulisses de la série d'entretien? Trop fort, Terence. Vraiment, merci. Je sais pas, un jour, je démasquerai qui est derrière Terence, mais je suis certain que c'est quelqu'un qui bosse ici, parce que c'est pas possible. Tu es à l'abonné du mois, on va le dire. Pouvez-vous nous parler des coulisses de la série d'entretien avec Michel Perrault? Quelles sont les choses dites par cette personne très intéressante que vous souhaitez retenir? Et je vais essayer en même temps de montrer à quoi ça ressemble. Mais Ouais. vas-y. Donc Michel Perrault, c'est une historienne qui est une pionnière de l'histoire du féminisme et de l'histoire des femmes, qui a plus de 90 ans parce qu'elle a 94 ans. Et on a fait donc une série d'entretiens
sur une idée originale de Rachida El Azouzi et grâce à la coordination de Valentino Bertwig qui est co-responsable du pôle vidéo à Mediapart. Et donc on a fait une série d'entretiens en direct de la bibliothèque des droits des femmes, enfin bibliothèque des femmes de Marguerite Durand à Paris, pour laquelle on a fait 4 épisodes que vous pourrez retrouver sur Mediapart, effectivement, et que moi j'ai trouvé juste formidable. Je vous le dis, et c'est pas, enfin je dis pas tout le temps ça, mais elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est-à-dire que déjà elle est passionnante, elle est hyper claire quand elle parle, et puis elle est incroyablement généreuse dans le partage de son savoir. Et en fait, ça c'est pas si fréquent. Des gens qui sont capables, avec une telle carrière, une telle reconnaissance, une telle surface sociale et médiatique, à être toujours et continuellement dans le partage de ce qu'ils et elles font. Et elle est vraiment dans ce partage de l'histoire, de ses connaissances, de ce qu'elle fait. Il y a un épisode notamment sur les femmes oubliées de l'histoire qui est génial, qui est le 4e épisode de cette série. Et moi, j'ai particulièrement été marquée par donc cette générosité et aussi sa capacité à être tout le temps dans la réflexion, à laisser une porte ouverte à ce qui se passe aujourd'hui, aux nouvelles questions qui se déroulent, aux désaccords, aux dissensus, quoi. Et c'est-à-dire que au lieu d'être enfermé dans ces certitudes acquise dans les années 70 ou dans les années 80, et franchement elle a plus rien à prouver, Michel Perrault, elle est capable des interpellations sur le woke, sur la cancel culture, sur les nouvelles questions féministes, voilà, qui commencent à bousculer aussi des manières de faire, des manières de penser dans tous les domaines de la société, aussi à l'université. En fait, elle accueille ça avec une grande générosité là aussi, et une capacité à y réfléchir, à reposer les questions de façon ça fait tellement du bien. C'est-à-dire elle est là, elle dit attendez, de quoi on parle, de quelles questions on parle. Elle remet aussi tout ça dans le temps long, c'est-à-dire au lieu d'être complètement dans ces débats hystérisés de type CNews et Valeurs Actuelles pour continuer à faire la promo de ce journal. En fait, elle est vraiment dans le truc de remettre les choses au bon endroit, de les inscrire dans l'histoire, de comment ce qui se passe aujourd'hui en fait commence dans les années 70, comment les mouvements féministes ont toujours eu ces espèces d'allers-retours, comment il y a eu toujours des résistances extrêmement fortes parce que en fait ça c'est l'inégalité entre les hommes et les femmes, elle est anthropologique, quoi. Donc elle a toujours existé. Donc du coup forcément remettre ça en cause, c'est pas une petite affaire, quoi. Et elle est vraiment dans cette espèce de grande générosité sur les questions même les plus sensibles, sur la question du voile, sur la question de discrimination, sur la question woke. C'est vraiment, moi je trouve ça génial en fait, vraiment génial de pouvoir continuer malgré toute cette carrière, malgré tout ce temps, malgré ce débat politique saturé de bêtises, de poser les choses calmement, d'émettre des désaccords, de les exprimer calmement, d'être respectueux et respectueuse d'une pensée différente et tout. Franchement, ça, je vous assure, c'est un énorme bol d'air. Moi, pendant des semaines et des semaines, après l'avoir interviewé, parce qu'on l'a diffusé un mois après l'avoir enregistré, je gardais encore les bonnes vibrations de ce truc. C'est vraiment comme un truc tellement émouvant, quoi. Et je pense que Rachida et Valentine, on était toutes les trois lors de cette journée, on était tellement heureuses après de l'avoir fait. Tellement heureuse de pouvoir être dans la transmission de ce partage, en fait. C'était très chouette. Voilà. Et c'est super bien vendu, et vous pouvez le retrouver sur Mediapart en vous abonnant, pour le coup, ce qui n'est pas le cas pour tous les produits vidéo. Je sais pas, on dit pas produits, les articles en vidéo. Pour les contenus vidéo, ouais. En fait, il y a une partie des contenus vidéo qui sont en accès libre, une partie qui sont payants dans le journal, parce que, en fait, on vit de nos abonnements, donc comme toujours, c'est grâce à ça qu'on peut continuer à faire ces programmes. Parfait. Alors, ça on a vu. Une sauce. Je pense qu'on est toujours sur le gâteau breton. Oui, je crois toujours sur le gâteau breton. Terence, est donc bien un abonné. Et là, on a, est-ce que les Nike Bredou a des livres, séries, films à nous conseiller, pas forcément sur les questions de genre d'ailleurs, en plus du deuxième sexe que tu as déjà conseillé. Simone de Beauvoir. Que je conseille, ouais. Ouais. Moi aussi, je suis en train de... Ouais, on fait une bonne team. Ouais, pleine forme. Allez, voilà, c'est la grosse patate. Donc,
Ouais, je sais pas ce qui m'arrive. Ouais. Ah, ça y est, c'est le début du craquage. Je me tenais jusque là. Donc, alors je vais vous dire parce que alors c'est dur quand vous êtes responsable éditorial aux questions de genre à vous décaler complètement du sujet parce que vu la masse de choses qui se passent, la masse de choses qui sortent, de livres, de films et tout, à la fois parfois je ressens le besoin de m'intéresser à d'autres choses et à la fois voilà, j'ai quand même envie de voir et de suivre ce qui se passe. Donc je recommande notamment Annie Colère, un film de Blandine Lenoir qu'on avait reçu d'ailleurs à Mediapart sur une émission d'Alert Libre, qui est un film absolument génial et joyeux et voilà et qui fait du bien sur la lutte du MLAC, donc du mouvement de lutte pour l'avortement et la contraception dans les années 70 et qui a donc permis la loi Veil ensuite sur la légalisation de l'avortement en France et franchement qui est un film qui fait du bien sur la lutte collective, sur comment ça s'organise, sur comment les femmes ont pris le pouvoir sur leur propre corps dans ce militantisme du MLAC et tout. Franchement c'est génial avec Laure Calamy, bref c'est parfait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre alors, c'est là où vous dites que j'ai une vie chelou, mais je suis également allée voir il y a pas si longtemps avec beaucoup de retard, parce que par ailleurs, voilà, j'ai parfois du mal à dégager du temps pour faire autre chose que travailler et gérer ma vie familiale, hein, comme on dit. Je suis allée voir Saint-Omer d'Alice Diop, donc, infanticide, tout ça. Donc vraiment, une vie joyeuse. Voilà, mais bon, qui était quand même super. Qui était dans l'agenda arc-en-ciel, abonnez-vous à la newsletter genre. Exactement, bim bim, tu devrais faire un petit générique. Oui, voilà, donc c'était les deux trucs que j'ai vus il y a pas si longtemps, ainsi que La Nuit du 12 par ailleurs, enfin qui est sorti il y a un an bientôt, enfin 9 mois, mais qui a été primé comme il a été une sorte de carton au César, je le dis parce que le film est génial. Voilà, que vous dire d'autre? Série, je ne sais même pas où j'en suis, je ne sais même pas ce que je regarde. Si j'ai regardé En place, ça s'appelle Jean-Pascal Zadi. J'ai kiffé. Voilà. Je vous dis tout en fait, hein, je vous raconte ma life là quand même. C'est le principe. C'est pas passionnant. Ma vie est assez ennuyeuse. Donc voilà. Ça va. Ok. Et sinon, j'hésite à vous le dire en fait, parce que j'ai lu un livre génial, encore une fois sur la même thématique, mais pour ne rien vous cacher, mais le livre est génial, donc je vais quand même vous le dire. Il s'appelle Sambre, il est signé Alice Géraud, qui revient sur l'histoire du violeur de la Sambre, appelé comme ça, qui a été jugé pour 56 viols et agressions sexuelles, trigger warning, tout ça. Il y a pas si longtemps, et elle retrace en fait l'incroyable mauvais traitement policier et judiciaire de cette histoire de violeurs en série dans le nord de la France, et c'est franchement extrêmement bien fait. J'hésitais à vous le dire parce que le livre est génial, juste pour en toute transparence, parce que encore une fois à Mediapart on est pour la transparence. C'est aussi l'autrice et par ailleurs la compagne d'un journaliste de Mediapart, mais franchement je le dis pas, je n'ai aucun intérêt je ne touche pas de commission sur les ventes de ce livre. T'avais prévu de ne pas en parler précisément pour ça, et finalement mais vraiment on l'a mis dans la newsletter, voilà, abonnez-vous. On l'a mis à la newsletter parce que vraiment le livre est génial et vraiment je ne peux que vous le recommander, et je vous dire, j'en lis quand même pas mal des livres sur les violences sexuelles et vraiment celui-là est édifiant. Mais comment tu fais? Ton bureau est rempli en permanence de livres que je ne lis pas, c'est pour ça qu'ils sont sur le bureau. Tous ceux qui sont sur le bureau et sont ceux que je n'ai pas eu le temps de lire mais que j'aimerais bien un jour lire. Donc autant te dire que j'en ai pour 3 vies, quoi. Ouais, mais justement les librairies féministes font le plein. Il se passe plein de trucs. Ça, c'est pareil, ça fait partie des trucs super joyeux. Voilà, il se passe plein de trucs. Il y a plein de productions intellectuelles, littéraires, d'essais. C'est super. C'est dur à suivre. Voilà. Kikou Yves, qui est également un ou une habituée. Je pense que c'est un, mais je ne sais pas. Quelle enquête a été la plus dure à faire ou ne pas faire? Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des enquêtes que tu n'as pas pu sortir? Sans dire quoi exactement, mais et comment tu gères ça dans ta carrière? Ouais, alors il y en a qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on n'arrive pas à avoir suffisamment d'éléments. Ça veut pas dire que on croit pas les gens ou que c'est pas du tout ça la question, ou que c'est faux, encore moins. Simplement, on n'arrive pas à recueillir assez d'éléments pour pouvoir publier.
faut imaginer, voilà, il nous faut beaucoup d'éléments pour que ce soit carré, sérieux, recoupé, comme toutes les informations. Les violences sexuelles, c'est pareil, évidemment. Et donc, il faut que tout soit absolument carré. Et donc, parfois, on n'y arrive pas parce que les faits sont trop vieux, parce que les gens, parfois, même si c'est rare, n'en ont vraiment jamais parlé à personne, parce qu'il n'y a aucune trace écrite, aucune trace matérielle et qu'on n'arrive pas à trouver d'autres victimes, parce que parfois, le nombre de victimes permet aussi de corroborer le récit d'une autre. Et donc, parfois, ça arrive qu'on échoue, en fait. Ça arrive aussi que les victimes choisissent finalement de ne plus témoigner. Donc parfois on a fini l'enquête et puis en fait elles veulent plus pour des raisons qui leur appartiennent. Et nous on a toujours défendu cette ligne au journal et on le défend toujours, que on ne fait pas sans l'accord des principales concernées et qu'on ne diffuse pas une information concernant des violences subies par quelqu'un sans son accord. Donc voilà, ça nous arrive pour ça. Il y a des enquêtes aussi où pour affronter la question encore plus directement, où je me sentais pas forcément de le faire, où il y a des gens que je connais, où je connais de loin, voilà, indirectement, enfin voilà, où franchement j'aurais pas été à l'aise. Et après, pour dire quelle enquête a été la plus dure à faire, en fait c'est difficile parce que les contextes changent, voilà, plus on en fait, plus il y a des trucs qui sont faciles, et puis parfois vous êtes rattrapé par un truc, par l'émotion, par un témoignage, pour des tonnes de raisons, voilà, l'état dans lequel vous êtes à ce moment-là, votre histoire personnelle, ou voilà aussi parfois la gravité des faits concernés, et puis aussi parfois parce que ça vous interroge vachement et vous vous posez beaucoup de questions sur jusqu'où aller, c'est quoi notre travail de journaliste, comment on va collecter des preuves, enfin voilà, de quoi on parle, etc. Et là, je pense une des enquêtes pour moi la plus difficile a été celle concernant le youtubeur Léo Grasset, parce qu'on était sur un champ assez peu travaillé jusque-là, de violences conjugales qui sont, enfin, dans le cadre du couple, ou en tout cas de relations, on va pas le qualifier de couple, peu importe, mais enfin de relations amoureuses, sexuelles, peu importe. Donc, qui est déjà un champ pas hyper avancé, sur lequel il y a encore énormément de travail, de conviction, d'enquête à faire, et aussi sur des violences en partie psychologiques, qui sont là aussi une question assez nouvelle. Et du coup, ça m'a fait me poser énormément de questions, et avec par ailleurs des victimes qui étaient absolument terrorisées, extrêmement marquées. Enfin voilà, c'était pour moi par moments assez ouais, ça n'a pas toujours été simple de trouver le bon cheminement journalistique, en fait. Alors, sur les questions de genre, est-ce que Mediapart a un œil sur les TERF, donc, et les luttes anti-trans qui ont gagné en visibilité à la sortie du jeu Hogwarts Legacy, qui finance le lobby TERF de J.K. Rowling? Il me semble que la transphobie... Pardon, ça va bien se terminer. Ici, on est bien sur la maladie. Mais là, mais déjà hier, alors si vous regardez le replay de la vidéo, il y a un moment où j'ai failli m'étouffer alors que j'étais caché dans le public. J'ai essayé de partir discrètement, j'ai fait tomber mon téléphone qui a fait tomber une poubelle et j'étais me caché dans les toilettes pour tousser. C'est visible dans la vidéo, vous trouverez... il y a 4 heures d'émission, à vous de trouver le moment. Voilà, c'est ça, c'est pour augmenter les vues qu'on fait ça. Donc il me semble que la transphobie peut encore être plus que les LGBT-phobies. Serre d'aiguillon à l'extrême droite, on en a déjà pas mal parlé. Et je vais me servir de l'eau. Est-ce que tu veux du coup, je vais répondre. sur... En fait, je partage totalement cet avis. C'est-à-dire, effectivement, c'est un point qui nous semble très important. Je citais tout à l'heure l'exemple du papier de Rosane Le Carboulec sur les offensives de l'extrême droite contre les lectures dans les bibliothèques de drague. Mais on a fait une émission il y a pas si longtemps sur À l'air libre consacrée à ce sujet, notamment voilà, que je vous recommande, présentée par Mathieu Magnodex. L'excellent Mathieu Magnodex. Comment vous y prenez pour recueillir le témoignage de personnes ayant subi des VSS, donc des violences sexistes et sexuelles? Quid d'un éventuel équilibre entre empathie et distance journalistique? En outre, que faites-vous pour expulser toute l'horreur emmagasinée après une enquête?
Est-ce qu'on le peut? Ouais, quand même un peu. Alors, parce que justement, ça va avec la question d'avant sur l'empathie et la distance journalistique. Je pense que c'est assez bien résumé, effectivement, cette question. C'est-à-dire que c'est les deux, en fait. C'est-à-dire que l'empathie, on l'a toujours, et en fait, c'est bien l'empathie. Ça n'empêche pas d'avoir la distance journalistique qui est celle de notre travail. C'est-à-dire que pour imaginer quand on ne publie pas de témoignages bruts comme ça, mettant en cause qui que ce soit, sans qu'il y ait un effort d'enquête, un travail d'enquête long, très souvent, très long, de plusieurs mois, parfois de plus que ça, de plusieurs semaines en tout cas. Voilà, on en parle souvent avec Marine Turki, qu'on ne présente plus non plus, mais qui travaille beaucoup sur ces sujets au journal, sur ce travail extrêmement rigoureux pour recouper la parole. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire on croit ou on croit pas, ça c'est pas le registre dans lequel on est nous. Nous, on est de qu'est-ce qu'on va pouvoir publier, qu'est-ce qu'on va pouvoir recouper, sur quoi on aura suffisamment d'éléments tangibles, sérieux, carrés, qui pourraient nous permettre de publier un article. C'est ça où on est nous. Et c'est ça, ce point de vue-là, en fait, qui nous permet de garder cette distance. Parce que notre seul rôle à nous, on n'est pas assistante sociale, on n'est pas psychologue. Je mets au féminin, pas parce que toutes les assistantes sociales sont des femmes, même si elles sont très nombreuses, mais parce que on est majoritairement des femmes à faire ces enquêtes au journal, même s'il y a aussi des journalistes hommes qui le font. On n'est ni des assistantes sociales, ni des avocates, ni des psys. Et donc, c'est pas notre travail, ça on sait pas le faire en fait. On n'accompagne pas des victimes, c'est pas notre métier et on le ferait mal en fait si c'était ça qu'on espérait faire. Ce qu'on fait nous, c'est un travail éditorial, d'enquête, journalistique, et donc du coup la distance par rapport aux victimes, par rapport à nos sources en fait, elle est celle du travail journalistique. C'est ça qui nous permet tout le temps de garder cette forme de distance parce que et parce qu'elle est indispensable pour pouvoir faire ce travail, pour pouvoir vous dire attendez là est-ce que j'ai suffisamment d'éléments, est-ce que j'ai assez de choses, sur quoi attends, là il y a une imprécision, là il y a une contradiction, comment je vais faire, etc. En fait, vous avez besoin d'avoir cette distance pour pouvoir appréhender ça. Et puis, aussi pour pouvoir faire ce qu'on appelle le contradictoire, c'est-à-dire interroger la personne mise en cause, il faut que vous gardiez toujours, tout le temps, cette idée en tête que vous allez avoir ce contradictoire à faire, que vous allez devoir interroger la personne mise en cause, et qu'il faut que vous ayez une forme, là aussi, de générosité, de curiosité, de capacité à entendre ce que la personne mise en cause va dire. Bon. Très clairement, ils répondent jamais, mais en tout cas très rarement, mais en tout cas, vous devez être dans cette disposition d'esprit-là. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire notre travail, à bien le faire, je pense, et qui nous permet aussi, voilà, de garder cette forme de distance, ce qui nous empêche pas, par ailleurs, d'avoir beaucoup d'affection, beaucoup d'admiration, beaucoup d'empathie pour les personnes avec lesquelles on est en échange sur ces sujets. Donc, voilà comment on fait. Et qu'est-ce qu'on fait pour expulser toute l'horreur ? Bah voilà, c'est ça, c'est aussi la mise à distance. Je sais pas en fait. Non mais en fait, je sais pas trop répondre à cette question. J'en sais rien en fait. Je crois que je me dis pas que c'est de l'horreur en fait. Peut-être ça va peut-être paraître bizarre, mais enfin, c'est devenu presque un gimmick de dire ça, mais tout à fait. C'est aussi pour ça que j'avais été bouleversée par l'interview qu'avait faite Marine Turki et Edoui Plenel d'Adèle Haenel sur Mediapart. C'est-à-dire quand elle dit ce sont pas des monstres, ce sont nos pères, nos frères, blablabla. En fait, moi je pense ça aussi. Donc bien sûr, il y a parfois des trucs extrêmement violents, effectivement une part d'horreur et tout, mais il y a aussi la banalité du mal en fait, la banalité des violences quoi. C'est pas un truc moral en fait, c'est la banalité des rapports sociaux. Voilà, entre hommes et femmes, et qu'on peut avoir sur d'autres sujets, et que en fait d'avoir une grille de lecture un peu politique de cette question, c'est-à-dire comme un fait social et pas comme un fait divers sordide, ça permet aussi je pense de mettre un peu plus à distance. Et on signale le bouquin de Marine Turki qui était Faute de preuves et qui justement racontait ce que tu as un peu évoqué de comment on raconte, comment on enquête. Ouais, et puis qui raconte beaucoup toutes les failles du système judiciaire. C'est tout le cœur du travail d'enquête de Marine sur comment la justice travaille sur les violences sexuelles et quelles sont tous les failles de la prise en charge par la justice de ces questions. Excellent livre, ouais.
Il y a Kikweave qui nous dit: j'avais adoré l'émission sur les 5 ans de MeToo. Il y avait tellement de force, d'émotion et de solidarité entre les femmes. Ouais, et ben justement, c'est ça aussi qui aide vachement parce que on l'a très souvent dans les enquêtes. C'est-à-dire, vous avez très souvent entre les personnes qui témoignent dans nos articles cette espèce de partage. Pourtant, elles viennent parfois je pense aussi à l'émission consacrée aux femmes qui ont porté plainte contre l'ancien présentateur de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, dans l'étage du dessus. Une émission qui était incroyable parce que justement on voyait en fait une vingtaine de femmes qui étaient réunies alors qu'elles étaient d'âge extrêmement différents, de milieux sociaux extrêmement différents, de professions extrêmement différentes, d'histoires différentes, etc. Et qui étaient là comme ça dans cette espèce de partage, de prise en soi. Souvent elles se touchent et effectivement sur le plateau des 5 ans, effectivement, qui étaient pas tout à fait les 5 ans du hashtag en fait, MeToo, voilà, mais en tout cas du mouvement dans lequel on est, où elles, alors que c'est pareil, là encore, elles viennent d'univers très différents, en fait, leurs mots résonnent chez les unes et chez les autres, et ça c'est très beau parce qu'on est dans un moment assez joyeux en fait de partage et d'avancer de ces questions. Et donc c'est super d'en être, c'est quand même passionnant d'en être, c'est même un truc assez privilégié en fait d'en être témoin comme journaliste. Hop, j'essaye en même temps de montrer le dossier MeToo 5 ans d'enquête. Alors il y avait évidemment l'émission dont on a parlé et toute une série, il y a un dossier avec toutes les différentes enquêtes de Mediapart, et effectivement cette histoire du MeToo qui était pas ça faisait pas 5 ans, tu veux rappeler ce truc-là, je trouve ça toujours c'est toujours intéressant en fait, le hashtag MeToo, parce que par ailleurs l'histoire du hashtag, elle dit beaucoup de choses du mouvement dans lequel on est en fait. Il a été créé par une travailleuse sociale américaine qui s'appelle Tarana Burke, qui dans son travail de travailleuse sociale il se trouve confrontée à cette question des violences sexistes et sexuelles. Elle n'a pas forcément considéré qu'elle avait super bien géré au départ, et elle s'est dit en fait il faut faire un truc collectif, il faut lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et elle a appelé ça MeToo, c'est-à-dire vraiment dans ce truc de partage en fait, parce qu'elle-même n'avait pas bien géré la première fois qu'elle a été confrontée à cette question, parce qu'elle-même a été confrontée comme femme en fait à cette question. Et donc du coup ça a été un premier MeToo en fait, si on peut dire. Et en fait quand Alyssa Milano, l'actrice américaine, après les révélations du New York Times et du New Yorker sur le Harvey Weinstein, le producteur américain, a repris donc ce hashtag. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Alyssa Milano, donc actrice blanche, a toujours voulu, quand elle était amenée à parler de MeToo, venir avec Tarana Burke, qui est donc une travailleuse sociale noire, qui travaille dans les quartiers pauvres, noirs, aux États-Unis, pour justement ne pas invisibiliser le rôle essentiel du travail de Tarana Burke et des femmes noires dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles aux États-Unis, parce qu'il n'est évidemment pas anodin qu'elles soient à ce point invisibilisées. Alors, tu me vois chercher en même temps. On n'a pas encore parlé de... j'ai oublié comment ça s'appelle. La série Femme à abattre. Femme à abattre. Ouais, je te sentais. Mais oui. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu pendant que je trouve? Ouais, c'est pas avec moi que tu as trouvé, parce que j'ai pas signé ça. les papiers en fait. Donc, il faut que tu tapes Femme à abattre. Vas-y. Ouais. Et donc, là, je vous dis tout, hein. Moi, je suis la transparence, je vous dis. Donc, voilà, il a trouvé. Donc, du coup, voilà. Donc, Mediapart est partenaire, est hyper fier d'être partenaire de ce projet éditorial extrêmement fort qui est mené par le collectif de journalistes indépendantes YouPress, qui a travaillé pendant des mois, voire des années en réalité, sur la notion de féminicide politique, c'est-à-dire de tuer des femmes activistes, militantes des droits humains, syndicalistes, militantes des droits de la terre, etc., militantes des droits LGBT, militantes trans, qui militent pour les luttes qu'elles portent, donc qui sont assassinées au nom des luttes qu'elles défendent, et parce qu'elles sont des femmes. Et qui est une notion beaucoup trop invisibilisée, en fait, une réalité très souvent ignorée, pas du tout mise en avant. Et donc, elles ont commencé ce travail en créant notamment 2 d'entre elles, Rugia Tassal et Hélène Molinari, une base de données absolument hallucinante avec près de 300 cas
Elles ont recensé partout dans le monde d'assassinats de femmes militantes des droits humains ou des journalistes ou des avocates, etc., etc. Parmi ces près de 300 cas, elles ont réussi à déterminer que pour plus de 80 d'entre elles, enfin 80 de ces cas, elles pouvaient bien affirmer qu'il s'agit de féminicide politique pour toute une série de critères. Je renvoie vers les papiers, mais notamment la violence des crimes, les messages laissés parfois par les agresseurs, etc. Enfin les assassins, pardon. Et donc on a publié 2 des premiers articles dans Mediapart, donc un papier un peu général qui explique toute la démarche que je viens de résumer à gros traits, et puis le premier reportage au Kenya de Sophie Boudboul, qui est une collaboratrice très régulière de Mediapart et qui s'est rendue en décembre au procès de l'assassin d'Elisabeth Ekaru et qui a donc raconté les premières audiences de ce procès de cette militante, notamment pour le droit à hériter de la terre au Kenya. Et puis on a fait une émission d'Alerte Libre, voilà, présentée par Valentino Berti, avec 2 des journalistes de ce projet, Sophie Boudboul et Leïla Minano, qui est elle aussi une collaboratrice régulière de Mediapart, et Marie-Chantal Guzman, donc femme politique du PCF dont je parlais au tout début, qui a été donc agressée par le RN, et avec le témoignage en vidéo de 2 survivantes, une en Irak qui a survécu à une tentative de féminicide à Bassora, et une en Colombie qui est aujourd'hui secrétaire d'État aux droits des femmes, qu'a rencontré Leïla Minano. Et on aura bientôt la suite de cette série, puisque le prochain épisode est consacré à Jo Cox. Jo Cox était une militante, une députée travailliste en Grande-Bretagne qui a été assassinée par un mec d'extrême droite, en fait, un néo-nazi, et elle revient sur l'assassinat de Jo Cox en Grande-Bretagne et sur le contexte aujourd'hui dans sa circonscription, puisque c'est la sœur de Jo Cox qui est aujourd'hui élue dans cette circonscription. Ça me fait directement penser au cas de Marielle Franco, je sais pas si... Exactement, parce qu'on commémore... Exactement, Marielle Franco, c'est un cas qui est dans le premier article, en fait, donc c'est cette militante brésilienne assassinée, et dont les mobilisations au moment de sa mort ont justement permis d'être une première étape, en fait, dans la sensibilisation sur cette question cruciale, parce que clairement, Marielle Franco a à la fois été assassinée pour ses engagements et pour le fait qu'elle était... une femme bisexuelle qui portait haut ce qu'elle disait noir, évidemment, ce qu'elle voulait pour le Brésil. Alors, qui était au PSOL. Je découvre ça, j'adore le nom de ce parti, parce qu'il y a soleil dedans. Le fait que vous arriviez à publier des enquêtes sources solides sur les VSS, alors que la justice n'y arrive pas trop souvent à corroborer les faits, c'est seulement une histoire de moyens de la justice, ou c'est aussi fonction d'un mode de pensée de la justice? Ouais, c'est une bonne question. En fait, alors, quand même, d'abord, en préambule, on n'est pas la justice. C'est-à-dire, les enquêtes journalistiques ne répondent pas aux mêmes critères que les enquêtes judiciaires. Et c'est quand même, voilà, ça peut paraître une évidence, mais c'est quand même important de le rappeler, parce que une enquête journalistique ne condamne personne. Et heureusement, d'ailleurs. C'est pas notre travail. On n'est pas des auxiliaires de justice. Il faut pas confondre les rôles. Et vous pouvez réussir à publier une enquête journalistique, corroborer, etc. Ça veut pas dire que la personne va être condamnée en justice. Parce que, voilà, c'est pas les mêmes critères, c'est pas la même chose. Et, on fait un duo. Et donc, bref, tout ça pour dire qu'on ne répond pas aux mêmes critères, que c'est pas la même chose, et c'est bien normal, voilà, parce que il faut quand même condamner quelqu'un devant la justice avec d'infinies précautions. Rappelons quand même que voilà, c'est les droits et libertés individuelles absolument fondamentales. Donc, ce point mis à part, on a aussi une telle défiance par moment vis-à-vis de la justice dans les personnes qui s'adressent à nous, un tel sentiment qu'elles vont pas être écoutées par la justice, que du coup certaines personnes préfèrent s'adresser à la presse que s'adresser à la justice, parce qu'elles pensent que ça va être un parcours du combattant épouvantable, ce qui n'est pas faux, et qu'elles veulent, ou qu'elles ont déjà porté plainte. Ça nous arrive aussi pas mal, ça, que des gens qui ont déjà porté plainte, qui se sont déjà fait leur plainte classée sans suite ou très mal accueillis au commissariat ou à la gendarmerie, ne veulent pas recommencer quand ça leur arrive à nouveau, et on peut les comprendre.
Et donc, sont OK dans la presse parce qu'elles se sentent mieux prises en charge, mieux prises en compte. Elles sont davantage en confiance. Je dis elles parce que majoritairement, ce sont des femmes. Les victimes de VSS sont majoritairement des femmes, mais ce ne sont pas que des femmes. Il faut toujours le rappeler. Et donc, du coup, il y a ça. Et après, il y a effectivement, parfois, elles se heurtent, les plaignantes, à énormément de stéréotypes, énormément. Enfin, voilà, on parlait tout à l'heure de Sambre, du livre d'Ali Géraud, en fait, où on voit des femmes qui, elles, sont allées porter plainte et qu'on n'a pas cru. Où on a minimisé les faits, où on n'a pas pris en considération, on n'a pas transmis les plaintes, on leur a rien dit, on les a tenues au courant de rien, on leur a même pas dit qu'elles pouvaient se consulter partie civile, etc., ni qu'elles pouvaient avoir un avocat ou une avocate. Donc c'est quand même un point quand même hyper important. Et donc du coup, bah voilà, et on voit, nous on l'a raconté souvent avec Marine. Marine est tout à fait spécialisée du sujet. Quand même plein de décisions judiciaires qui sont empreintes de stéréotypes, ce que certaines appellent la culture du viol, mais qui sont parfois extrêmement prégnants. Je vous parle même pas des expertises judiciaires. Donc c'est sûr que la justice, comme toutes les institutions, y compris les médias, bah voilà, n'échappent pas au contexte dans lequel elles sont, et sont aussi poreuses au sexisme ambiant en fait. Voilà, et au fait de ne pas croire, et au fait de toujours poser les mêmes questions. Est-ce que vous n'allez pas un peu chercher, enfin, etc., etc. Donc je pense que ça, c'est vrai que ça peut parfois faire que la presse semble être un endroit plus safe en fait, enfin plus en mesure de pouvoir documenter des choses. Et dernier élément, et j'essaie de pas être trop longue. L'autre point qui me semble important, c'est aussi qu'il n'y a pas de class action dans la procédure française, c'est-à-dire vous n'allez pas porter plainte à plusieurs et vous n'êtes pas plusieurs en fait embarqués dans la même aventure. L'avantage d'une enquête de presse, et ça moi je l'ai vu plein de fois, notamment au début des enquêtes qu'on a menées à Mediapart, c'est que la condition de celles qui nous confiaient leur récit était de dire oui, mais à condition que je sois pas toute seule. Et ensuite, dans le collectif qui pouvait se créer, parce qu'elles demandaient à se rencontrer entre elles et tout, ça a été un point capital pour aller jusqu'au bout. C'est-à-dire de se sentir à plusieurs, de se tenir chaud, de se soutenir, de s'écouter, de s'épauler aussi. Parce que c'est très dur, en fait, la médiatisation pour les personnes qui nous confient leur récit. Elles le choisissent, bien sûr, hein, mais c'est quand même très difficile. Et du coup, elles ont souvent besoin de ce truc un peu collectif, de groupe. Et surtout, elles se disent que si on publie un seul récit, personne ne les croira jamais. Donc, si elles vont à la police raconter leur histoire, personne ne va les croire. Alors que si dans une enquête de Mediapart, elles sont 5, 6, 7, 8, alors peut-être ce sera différent. Et elles ont pas tort, faut bien le dire. Alors là, il y a une question. Suite à la sortie du film La Syndicaliste, allez-vous travailler sur cette affaire ? C'est pas prévu, mais pourquoi pas ? Tu veux rappeler un peu ? Tu connais film, le... ouais, avec Isabelle Huppert qui sort là, que je n'ai pas vu, mais que paraît-il est formidable. Voilà. Et ouais, pourquoi pas, ouais. Donc c'est une syndicaliste qui s'est faite agresser. Je sais plus, il y avait une histoire de tag. J'ai juste vu passer. Tu connais le détail, je peux même pas te le donner. Ok. Là. Donc on n'en saura pas plus ce soir. Et allez voir le film. Voilà, ça se trouve c'est bien. Vous avez un avis sur le livre d'un journaliste de je ne sais plus quoi sur je ne sais plus où sur PPDA qui a publié contre l'avis des victimes. Bah c'est pas ce qu'on fait à Mediapart, oui effectivement en fait. Marine notamment a fait un papier qui revient sur cette histoire, donc c'est effectivement un livre sur PPDA qui est sorti récemment, dans lequel le journaliste revient en longueur sur l'ensemble des accusations, et certaines des victimes de PPDA n'ont pas été contactées et n'ont pas donné leur accord, donc a fortiori, pour que le détail de leur plainte soit révélé dans ce livre. Notamment une des plaignantes contre PPDA, et l'édition suivante, la réédition du livre sera expurgée de ce récit, ce qui suffit à montrer que manifestement l'éditrice et le journaliste ont eux-mêmes considéré qu'ils avaient fait une erreur. En tout cas, c'est pas les pratiques qu'on a au journal. Effectivement, c'est ce que je disais, on travaille sur le consentement en fait. C'est quand même important de s'assurer du consentement des gens. Eh oui. Alors... Les détails de l'affaire de la syndicaliste sont sordides et terribles, je veux bien vous croire. Alors, on n'a plus de questions maintenant, donc on va pouvoir vous conseiller de vous abonner donc à la newsletter genre qui s'appelle la lettre pour tous, qui paraît un jeudi sur 2 dans vos boîtes mail, et il n'y a pas besoin d'être abonné à Mediapart, donc même si
bizarrement vous n'êtes pas abonné à Mediapart, vous pouvez vous abonner à cette lettre. Et on remercie Anna qui a mis le lien dans le chat. On vous conseille de vous abonner à Mediapart, évidemment, avec l'offre 1 mois gratuit, sans engagement, sans carte bleue, etc. Si vous avez jamais été abonné, ce sera l'occasion de retrouver tous les papiers, toutes les émissions dont on a parlé. Et on a parlé de pas mal de choses. Pas mal, hein, quand même. Hein. Malgré notre état. Ouais, saluer l'exploit, s'il vous plaît. C'est clair. Et j'ai toujours mon genou qui est en train de m'exploser. Enfin bon, bref, j'ai le genou explosé. Tout le monde le saura. Et qu'est-ce que je dois dire de plus? Newsletter, c'est fait. Abonnez-vous à Mediapart, c'est fait. Je mets un petit Edoui Plenel. Ouais. Abonnez-vous. On met un petit slogan féministe. Et on vous conseille de venir le 25 mars pour les gens qui sont à Paris ou en région parisienne pour les 15 ans de Mediapart. Donc c'est le festival de Mediapart au 104 le 25 mars dans la journée. Il y aura des tables rondes, dont une avec toi, que tu enfin pas que, voilà, dans l'espace du 104, un débat sur comment MeToo vient nous faire changer nos pratiques journalistiques, nos contenus journalistiques, comment ça percute le travail de journaliste, avec des journalistes de Mediapart, mais aussi avec certains de nos partenaires, parce qu'il y a plein de partenaires en région, et aussi Marie Barbier, qui est donc une des cofondatrices de La Déferlante. Et donc à l'occasion de ce festival, il y a aussi toujours les différents stands des partenaires. Vous pouvez rencontrer notamment les gens de La Déferlante, hein, toujours, mais aussi de tous les titres de presse qui sont partenaires. Ouais, et qui travaillent aussi beaucoup sur ces questions, et c'est hyper intéressant, et je trouve ça vraiment encourageant et chouette de voir nos partenaires de Rue 89 Strasbourg, de la Lettre du Musicien, du Poulpe, de Mars Actu, etc., qui travaillent aussi beaucoup sur ces sujets. On en parle souvent et c'est assez enthousiasmant. Trop bien. Et évidemment, des tables rondes sur à peu près tous les sujets que traite le journal. On se retrouve. Merci, vous êtes adorables. L'abnégation lors de ce live, un grog en rentrant. Allez vous reposer, les amis. Merci beaucoup. J'avais envie de dire un truc, mais j'ai oublié quoi. Je ne sais pas. Bonne grève demain. Et au revoir. Parce que franchement. Hop là. Bonne soirée à tous. Ciao, merci.